aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on veut vous parler de désinformation. Parce qu'on est quand même sur une période un tout petit peu particulière. Parce qu'il suffit que j'ouvre mon téléphone, que je scrolle sur TikTok, que je vois un gars qui me dit que pour avoir la mâchoire plus carrée, il faut que je mange des chewing-gums, voire même que je me frappe le visage avec un marteau. Ensuite, je vais sur YouTube et je tombe sur un gars qui s'appelle le Raptor, qui fait une vidéo d'1h12 pour me dire que le réchauffement climatique, c'est une arnaque mondiale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vous expliquer pourquoi les fake news peuvent vous mettre en danger. Elles vous mettent en danger quand on vous ment sur la manière dont vous devez vous soigner et quand on vous ment sur ce qui peut soigner la planète. Et pour vous expliquer tout ça, on reçoit deux invités. Déjà à ma gauche, nous avons Thomas Huchon. Salut Thomas. Salut Corentin. Thomas, tu es journaliste, auteur, réalisateur de documentaires. Tu étais mon prof en école de journalisme et c'est donc pour ça que je te tutoie. Il a bien grandi. Tu es l'un des spécialistes de la désinformation en France. La lutte contre la désinformation pour ceux qui nous regardent. Hein. Thomas, juste à tes côtés, nous accueillons également Madame Agnès Buzyn. Bonjour. Bonjour. Madame Agnès Buzyn, vous êtes ancienne ministre de la Santé de 2017 à 2020 et aujourd'hui vous êtes la présidente d'Evidence, le think tank dédié à la science dans la société. C'est ainsi que vous le présentez sur votre site. Et du coup, Madame Buzyn, comment allez-vous ? Très très bien, si je ne regarde pas les informations en fait. Mais dès que je regarde les informations, je pense que je suis comme tout le monde, quand même assez stressant. Effectivement. Donc on va en parler. On va en parler, absolument. Pour rentrer de suite dans le vif du sujet, Madame Buzyn, je vais me tourner vers vous. Pensez-vous que croire à des fake news, ça peut nuire directement à notre santé ? Est-ce que si je lis de la fake news, je vais tomber malade ? Alors, c'est vraiment un des gros problèmes pour la santé, c'est qu'en réalité, ça va avoir des implications directes. Et c'est pas pour rien qu'il y a énormément de fake news. C'est le domaine dans lequel il y a le plus de fake news. Pourquoi ? Parce que les gens sont en attente d'explications. Quand on a un diagnostic de maladie, souvent on est super angoissé, on va aller chercher sur Internet et on va aller chercher du sens au fait d'être tombé malade. Donc on va chercher des contenus qui vont réussir à vous donner des explications que la médecine ne peut parfois pas donner, ou que parfois les médecins n'ont pas le temps de donner parce qu'on voit bien à quel point la médecine est sous tension aujourd'hui. Et ce temps en fait d'échange entre des professionnels de santé qui sont armés pour et le malade, en fait, quand ils n'ont pas lieu, eh bien les malades vont aller beaucoup chercher des informations sur Internet et vont attendre qu'on leur donne des explications et qu'on leur donne des remèdes miracles. Et souvent en médecine, il n'y a pas de remède miracle, et donc ils sont prêts parfois à croire n'importe quoi. Ouais, il y a une grande responsabilité d'Internet, des réseaux sociaux. On va évidemment en parler, mais avant ça, Thomas, toi, en tant qu'expert de la lutte contre la désinformation, pour toi, c'est quoi la plus grande fake news dans le domaine de la santé ? C'est à la fois... c'est très difficile de trouver un seul élément quand on essaie de mesurer non pas l'adhésion donc avec des sondages mais avec des outils de social listening donc qui permettent donc de mesurer l'audience des théories du complot sur Internet. On se rend compte que sur les 5 dernières années, la désinformation la plus importante, c'est la désinformation autour du Covid. Que sur 15 milliards de vues pour les théories du complot au cours des 5 dernières années, il y en a un tiers, donc 5 milliards, qui sont de la désinformation sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé a trouvé un mot pour définir cette période un peu bizarre dans laquelle nous vivons. Ils appellent ça l'infodémie. L'infodémie, c'est la pandémie des fake news. Donc c'est le moment où les fake news deviennent presque plus dangereuses que les virus dont elles parlent. Un exemple très concret, on est au mois d'avril 2020, on est en Iran. Va circuler sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter à l'époque, l'idée que pour se protéger ou se soigner du Covid, il faut consommer de l'alcool fort, potentiellement de l'alcool pur, de l'alcool à 90. Cette information va circuler de manière hyper importante sur les réseaux sociaux en Iran. L'Iran est un pays musulman fondamentaliste dans lequel l'alcool est interdit. Et donc pour se procurer de l'alcool, les gens vont passer par des chemins clandestins. Ils vont donc se procurer de l'alcool frelaté, de l'alcool de très mauvaise qualité. Il va y avoir des centaines de morts au cours du mois d'avril en Iran à cause d'intoxication à l'alcool, qui n'ont donc rien à voir avec le Covid, qui était pourtant la raison pour laquelle ces gens ont bu de l'alcool pour se protéger. Ces gens ne sont pas morts du Covid, ils sont morts de fake news sur le Covid. Donc pour répondre à ta question, effectivement, les fake news tuent. Elles tuent notamment ceux qui y croient
quand elle les amène à des comportements qui sont non seulement, d'un point de vue sanitaire, pas du tout ce qu'il faut faire, mais en plus, qui les mettent dans des situations de danger. Et le pire dans ces trucs-là, c'est que ces gens se mettent dans des situations de danger en pensant se sauver. Donc il y a une espèce de retournement complet de la problématique et sur lesquels on peine à trouver des solutions. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que la circulation de fausses informations sur les questions sanitaires a des conséquences réelles dans la vraie vie et souvent des conséquences extrêmement graves. Ouais. Tu as évidemment évoqué le Covid, ça va être un sujet important de ce stream, mais avant ça, il y a un autre mouvement auquel vous-même, vous avez été confronté. Donc bien sûr, vous avez été confronté au Covid, puisque vous avez été ministre de la Santé au moment de l'explosion de la pandémie, mais avant ça, vous avez aussi été confronté au mouvement anti-vax, parce que vous avez passé le nombre de vaccins obligatoires de 3 à 11. Ça fait quoi d'être confronté aux anti-vax? J'en paye encore les conséquences. Il suffit d'aller voir mon Ils sont compte sympas, Twitter. Agnès, les anti-vax. Ils sont sympas, ils sont trop sympas. Ils sont gentils, ils pensent à vous. J'ai encore reçu hier et avant-hier des images de guillotine au sujet des vaccins, justement. Et donc, ce qui fait que j'ai quand même assez peur de me promener seule dans la rue. Attendez, c'est-à-dire des images de guillotine. C'est des gens qui, pour vous critiquer sur le fait d'avoir passé de 3 à 11 le nombre de vaccins, vous envoient de la guillotine, des images de guillotine. Oui, des gens Pas qui mal. disent que mon Moi, j'ai sort des cordes sera- de pendus. Chacun son truc. Hein, mais voilà. Chacun son truc. On va échanger les Peut-être jolies ça me changerait. images. Je vais vous envoyer mes messages, Agnès, vous m'enverrez les vôtres. Ça va peut-être me rassurer parce qu'effectivement, de temps en temps, je me sens seule. Bon, les antivax, Vous n'êtes pas seul, je c'était une suis histoire là. de folie en France. Hein. On était le pays le plus vaccino-sceptique au monde. On avait 40% des Français, et notamment des parents, qui commençaient à avoir peur de vacciner leurs enfants, qui doutaient des vaccins. Et donc, on était le pays où le niveau de vaccination des bébés devenait le plus faible au monde, avec des réémergences de méningite. On en meurt beaucoup, et quand on n'en meurt pas, souvent on termine amputé des 4 membres. C'est ce qu'on a vu pendant les JO. Tous ces gens amputés des 4 membres, c'est souvent des conséquences de méningite dans l'enfance. Et on avait des enfants qui mouraient de rougeole, etc. Et je me suis dit, mais somme toute, c'est bizarre. Tout le monde a peur des vaccins, sauf des vaccins obligatoires. Les vaccins obligatoires, c'était d'été polio, et personne n'avait peur des vaccins obligatoires. Je me suis dit, si je rends tous les vaccins obligatoires, peut-être que les gens vont de nouveau avoir confiance, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il ne se passe rien, que leurs enfants sont protégés, etc. Et c'est vrai. C'est qu'à la fin, plusieurs années après, en fait, le niveau de confiance dans les vaccins pédiatriques a beaucoup, beaucoup réaugmenté en France, et on commence à avoir un taux de vaccination qui commence à protéger nos enfants des épidémies. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, je crains le pire. Et évidemment, je crains que certains gouvernements reviennent sur ce type d'action. Et est-ce que vous pensez que vous avez converti des anti-vax? Alors, j'ai converti les gens qui doutent de bonne foi. C'est-à-dire des gens qui, à force d'être inondés d'informations, et ils le sont, se disent, mais est-ce que c'est vrai, pas vrai, j'ai peur, et qui en fait ne savent pas. Ceux-là, qu'on peut comprendre en plus. Mais on peut comprendre, c'est un acte médical, c'est pas un acte anodin. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est fait par un médecin, c'est pour ça que c'est fait par un professionnel de santé. Mais il y a un cas récent qui m'a beaucoup intéressé, qui part d'une discussion très personnelle avec la pédiatre de mes enfants. On a traversé, moi mes enfants sont nés pendant le Covid, donc du coup j'ai vécu ces périodes de vaccination avec une pédiatre qui savait ce que je faisais, et donc avec qui on avait des discussions sur le problème anti-vax et tout. Et elle m'a expliqué un truc, c'est qu'il y a eu récemment une campagne en faveur du vaccin pour le papillomavirus. Que cette campagne a donc été prévue par le gouvernement français, et donc ils ont prévu une certaine quantité de vaccins en imaginant le nombre de Françaises qui voudraient se vacciner. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'ils avaient un petit peu sous-estimé, enfin un petit peu limité les chiffres, parce que à la suite du Covid et d'une augmentation, d'une explosion des discours anti-vax, ils disaient on va peut-être pas prendre trop de vaccins pour se retrouver avec des stocks que les gens ne veulent pas utiliser, et à la fin faire une erreur économique, machin et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tout le monde a voulu se vacciner. Et donc, il y a eu une pénurie de vaccins. Il y a eu une pénurie de vaccins parce que... et quand on demandait aux gens, les gens disaient « Ah mais attends, le papillomavirus, c'est sérieux. C'est une vraie maladie. C'est pas comme le Covid. »
Et parce que, du coup, il y avait ce discours sur le Covid, c'est pas vraiment dangereux, c'est pas vraiment machin. Il y avait tout ce discours mensonger autour du Covid qui n'existait pas autour du papillomavirus et qui, du coup, faisait une espèce de distorsion de la perception et qui, à la fin, faisait un truc un peu dingue, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que le vaccin contre le papillomavirus, c'est le seul vaccin qui peut éradiquer un cancer. On parle d'un cancer, et pas seulement le cancer du col, c'est le cancer ORL. Il y a plein de cancers de la gorge qui sont liés au papillomavirus, notamment chez les garçons. Cancer du canal anal aussi. Et en Australie, où ils ont quasiment vacciné 100% de la population, enfin des jeunes, des moins de 30 ans, avec le papillomavirus, filles comme garçons, ils ont pratiquement éradiqué ces cancers, ce qui est extraordinaire comme résultat. Donc voilà, Ils sont intéressants, ces espoir. Australiens. Ouais. Ils n'ont pas seulement obligé ça, ils ont aussi interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Ils commencent à m'intéresser, ces Australiens. Ils commencent à m'intéresser. Pour rester sur la thématique des vaccins, parce qu'il y a quand même une question qui, moi, me taraude beaucoup, j'ai du mal à prendre conscience de l'ampleur du mouvement anti-vax. En fait, pour être très honnête, moi, j'ai grandi dans une famille où, bien évidemment, j'ai fait tous mes vaccins, où la science, c'est important. Donc moi, je me dis, les anti-vax, c'est juste quelques fous qui pensent que les vaccins, ça fonctionne pas. Bon, d'accord, mais il n'y en a pas tant que ça. J'ai raison ou j'ai tort? Je pense que vous avez à la fois raison et à la fois tort. C'est-à-dire que je pense que c'est une minorité et que la majorité des gens, ils sont juste noyés de fausses informations. C'est pour ça qu'on discutera peut-être des moyens de lutter, parce que c'est pas anodin, ce qu'on appelle la paresse cognitive quand on étudie ces phénomènes-là. C'est le fait qu'à un moment, quand on reçoit trop d'informations qui sont fausses, on ne sait plus les trier et on ne sait plus les mettre à distance. Et donc, comment on agit? En luttant quantitativement, en ramenant de l'information vraie, mais quantitativement. Et c'est cette bataille de nombre d'informations qui compte. Donc oui, ils sont minoritaires. Ils représentent quand même aujourd'hui entre 10 et 15% de la population. Et ils représentent, et c'est terrible, quand même, souvent des partis politiques. Ah ouais? Ouais. En fait, il y a un lien très très fort entre le complotisme et l'appartenance à certains partis extrémistes. Et c'est pas tellement choquant. En fait, il suffit de regarder les États-Unis aujourd'hui. Moi, je suis très surpris par ce que vous dites, qu'il y a un lien entre la radicalité politique et l'adhésion. Je suis surpris. Non, mais soyons clairs, vous parlez de quel parti politique? Non, mais des partis politiques. Alors, intéressant. Sur les vaccins, ce sont les deux extrêmes. Sur le climat, c'est essentiellement à l'extrême droite. Mais sur les vaccins, on a eu des anti-vax notoires chez LFI. Je rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon, il a été en Guadeloupe et en Martinique pour dire aux soignants qui ne voulaient pas se vacciner qu'ils avaient raison, que c'était des big pharma et qu'il fallait préférer notamment les vaccins chinois et les vaccins russes, voire les vaccins je ne sais pas d'où. Et donc, il y a eu quand même un discours anti-vax à l'extrême gauche. Et aujourd'hui, c'est à l'extrême droite, clairement. Toi, Thomas, tu peux nous donner quelques chiffres sur le mouvement anti-vax? En fait, ce qu'on sait, c'est que la défiance sanitaire, ça a représenté vraiment le sujet complotiste le plus important au cours des 5 dernières années. Les fake news et les théories du complot autour du Covid, c'est 5 milliards de vues sur 15 milliards au total. Ça veut dire qu'une fake news sur 3 qui a circulé en langue française depuis 5 ans, elle parle du Covid. Donc ça représente une quantité absolument incroyable. En même temps, quand on se dit le complotisme, ça fait 15 milliards de vues en 5 ans, on n'a pas dit grand-chose. C'est très difficile de rapprocher ça, de le comprendre en fait, ce chiffre. En gros, 15 milliards de vues pour le complotisme au cours des 5 dernières années, il faut le rapprocher de 15 millions de Français qui sont inscrits sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'en moyenne, un Français a potentiellement vu 1000 théories du complot au cours des 5 dernières années. Toi, vous n'en voyez jamais, ou presque. Moi non plus. Ce qui veut dire que ceux qui en voient, ils n'en voient pas 1000, ils n'en voient pas 2000, ils en voient probablement entre 5 et 10 000 messages défendant de manière argumentée une théorie du complot. Je ne vais pas vous faire la blague de on peut tromper une fois 1000 personnes. J'arrive jamais à la faire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'impact sur le cerveau humain
de milliers de messages mensongers qui vont toujours dans le même sens, à la fin, ça crée une mécanique cognitive dont il est quasiment incapable de se sortir. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué dans ces chiffres qu'on a réussi à produire au cours de ces derniers mois sur la répétition de la désinformation. On est tous en train de se dire « Ouais, mais attends, on ne peut pas croire une fake news parce qu'on a vu un truc sur Twitter. » Bien entendu. Mais ce n'est pas un truc, c'est 5000. Ouais. Hein ? Et donc, en fait, c'est cette espèce de répétition permanente qui fait que les gens qui adhèrent à tout ça ne sont pas débiles, mais surtout pas, ils ne sont même pas bêtes. Ils sont manipulés. Ils sont manipulés par des gens qui fabriquent ces arguments et ils sont manipulés par des algorithmes qui leur apportent ces éléments et qui les enferment dans des bulles de pensée dont ils ont extrêmement de mal à s'en sortir. Donc, on a un premier élément. On a un autre truc qui est assez intéressant, c'est d'essayer de mesurer, non pas autour de sondages, mais autour d'actes. Hein, et donc, on sait qu'avec le Covid, on a effectivement entre 10, 15, peut-être 20% de la population qui a refusé les pratiques vaccinales ou qui a trouvé des moyens pas toujours légaux, de continuer à exister dans la communauté nationale. D'ailleurs, je peux raconter une anecdote, justement pour ceux qui ont encore peur du vaccin Covid. Vous allez nous dire que vous n'êtes pas vacciné, c'est ça. Il y a eu un type qui s'est prêté au fait d'être vacciné pour remplacer des gens qui ne voulaient pas des vaccins et pour leur donner un certificat. Oui. Et il a été vacciné contre le Covid plus de 1000 fois. Génial. C'est génial. Zéro effet secondaire. Mais du coup, zéro effet secondaire. Mais 1000 fois. Mais du coup, lui, il est devenu une antenne 5G maintenant, lui. C'est ça, voilà. Donc, avec lui, tu te mets à côté de lui, tu as le Wi-Fi tout de suite, il n'y a pas de problème. Absolument. Non, mais c'est intéressant parce que justement, pour éviter, les gens voulaient des certificats et donc il y a des gens qui se sont prêtés au fait 1000 de fois. se faire 1000 doses. C'est génial. Alors, c'est pas en France, je ne sais plus dans quel pays c'est. Intéressant. Ça nous fait rentrer dans un sujet ô combien important. Hein. Quand on parle de fake news et de santé, on ne peut pas éviter le fait de parler du Covid. Et en l'occurrence, vous, Madame Buzyn, vous êtes pertinente pour parler de ce sujet puisque vous avez été ministre de la Santé, comme je le disais au début, au moment de l'explosion du Covid-19. Juste avant, en fait. Juste avant l'explosion, parce qu'en fait, l'épidémie a commencé vraiment en France 6 jours après mon départ du ministère. Ouais. C'est d'ailleurs, pour moi, l'immense regret. Bien vu. Bien vu. Et pas folle, la guêpe. Je pense qu'on peut en faire une belle théorie. Elle savait, elle est partie à temps. Et mais nous on le sait que vous saviez, hein, vous inquiétez pas. Non, mais voilà. Donc, en fait, non, moi, j'ai eu à gérer le début de la pandémie, enfin, de l'épidémie en Chine, notamment, avec les arrivées des voyageurs, etc. Mais en fait, l'épidémie a vraiment commencé après mon départ. Ouais. Alors pour ceux qui ont envie de lire mon livre, je raconte à quel point j'étais malheureuse en fait de quitter le ministère à ce moment-là et à quel point j'aurais aimé gérer cette crise. Mais c'est vrai que on a assisté à l'effondrement de la recherche française avec l'histoire de la chloroquine, en fait. Hein. C'est la honte internationale. On va rentrer dans le détail de tout ça. Je vais juste rappeler, là, tout à l'heure, pour ceux qui étaient avec nous ce matin, on a reçu Étienne Klein. Étienne Klein, qui, lui, notamment, a parlé du Covid et a rappelé que la première conférence de presse que vous avez tenue, pour lui, était l'une des seules conférences de presse qui a existé, où on a vraiment parlé de faits scientifiques, et on est vraiment rentré dans ce détail-là. Moi, j'avais une question par rapport à ça à vous poser, Madame Agnès Buzyn. Est-ce que comment vous avez vécu ce déferlement des informations pendant le Covid? Et surtout, est-ce que vous l'aviez anticipé? Alors oui, on l'avait anticipé parce que quand on a vu l'épidémie démarrer en Chine, on a commencé à faire des projections au ministère. On a senti que ça pouvait partir en pandémie, sans savoir évidemment le niveau de gravité. En fait, à ce moment-là, on ne savait pas encore quelle était la mortalité réelle. On dépendait pas mal des informations chinoises et on s'est rendu compte que les autorités chinoises n'étaient pas toujours au niveau de transparence auquel on pouvait s'attendre dans ces moments-là. Donc, très surprenant d'une si grande démocratie que la Chine. Ils ont notamment beaucoup menti sur le fait qu'il y avait une transmission interhumaine. Ils ont mis 1 mois pour le dire. Je pense qu'on se serait mieux préparé si on l'avait su un peu avant. Mais enfin, pour revenir à votre question, tout de suite, sur la désinformation, on a créé un site. C'est une des premières choses qu'on a fait au mois de janvier, un site d'information du gouvernement. Le problème, c'est que
Donc c'était un numéro vert pour essayer justement que les gens puissent se connecter et accéder à des informations fiables. Le problème que nous avons en France, c'est une incroyable défiance des Français vis-à-vis des institutions publiques. Et c'est pas vrai dans les pays du Nord. Et donc c'est ce manque de confiance dans les institutions publiques qui fait que les gens, quand ils voient une information publiée par un gouvernement, ils commencent à dire « Non, mais ces gens-là, ils nous mentent, ils sont tous pourris, etc. » Ils vont aller chercher des informations ailleurs. Et c'est un truc que je comprends pas, et vraiment, je vous livre mon interrogation. En fait, quand vous êtes en fonction, quand vous êtes vous dirigez une institution publique, vous rendez des comptes. Vous rendez des comptes à la justice, ça a été mon cas, vous rendez des comptes devant le Parlement, vous rendez des comptes. Donc en fait, vous êtes en responsabilité et vous allez payer si vous mentez. Si vous mentez, vous prenez des risques. Et je ne comprends pas pourquoi les Français ont plus confiance dans des gens qui peuvent raconter n'importe quoi, sans jamais être inquiétés, quitte à les exposer à des risques mortels, et préfèrent vraiment faire confiance à des gens dont on ne sait pas d'où ils sortent. Ils sont influenceurs sur les réseaux sociaux, ils racontent n'importe quoi, ils rendent compte à personne, même pas devant la justice, et ils ont moins confiance dans les gens que tout le monde va regarder, scruter à la loupe, regarder chaque mot en disant est-ce qu'il s'est trompé, etc. Il n'y a pas une tension plus forte que quand vous êtes ministre de la Santé et que vous allez calculer chaque mot que vous dites, que vous allez prononcer lors d'une conférence de presse, etc. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas vous permettre une erreur. Vous allez avoir les check news de Libération, de France Info qui vont vous tomber dessus, les oppositions, etc. Sans compter la justice, sans compter les élections. Donc, à un moment, comment se fait-il qu'on ait plus confiance dans des gens qui ne risquent rien que dans des gens qui s'exposent, en fait ? J'ai une question pour toi, Thomas. Pendant le Covid, c'est quoi les grands marqueurs de la désinformation qu'on a vécu ? Déjà, il y a quand même un truc qu'il faut dire à propos de la période du Covid, c'est que pour tout un tas de gens, ça a été une prise de conscience un petit peu bizarre que la science n'est pas établie, mais qu'elle est en train de s'établir. Et donc, finalement, ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait maintenant, mais peut-être que demain, la recherche, les éléments auront évolué. Et donc, pour tout un tas de gens, ça a été de comprendre que ce qu'ils prenaient pour acquis ne l'était pas du tout. Et donc, ça a créé une forme de panique, une forme de peur. En tout cas, ça a été le creuset pour permettre à toutes les inquiétudes de s'exprimer. Et quand on est inquiet, c'est très dangereux. Parce que quand on est inquiet, on ne cherche pas à trouver des réponses, on cherche à se rassurer. Et les réponses qu'on va trouver, les réponses factuelles, les réponses sanitaires, les réponses parfois politiques, les réponses institutionnelles, elles n'ont pas toujours pris en compte cette fonction de nous rassurer. Elles donnaient des informations. Et face à ces informations, on était un peu désemparés. Donc on s'est retrouvés en plus à devoir changer plein de choses, notamment nos modes de vie. Il n'y a rien de plus difficile pour les êtres humains que de changer leur mode de vie. Et justement, c'est aussi on fera ce lien, je l'imagine, te connaissant un petit peu plus tard, mais ce qu'il y a de commun entre la défiance vaccinale et la défiance climatique, c'est justement le refus des changements de mode de vie. Je veux pas de ton pass sanitaire et je veux pas me vacciner et je veux pas que tu me piques mon 4x4 et que tu m'empêches de faire des barbecues. Grosso modo, on a une espèce de similitude un peu bizarre là-dessus. Ce qu'on a vu tout de suite arriver, c'est déjà les discours préexistants. Big Pharma est là pour nous manipuler, nous mentir, les vaccins sont dangereux, les maladies n'existent pas. Donc tout le corpus idéologico-narratif du complotisme autour de la science et de la médecine a trouvé une nouvelle chambre d'écho. C'est-à-dire que le début de ce truc-là, c'est même pas tant les nouveaux acteurs de la désinformation, l'hydroxychloroquine, le professeur Raoult et Réinfo Covid et tous ces gens-là, c'est ce qui existait déjà auparavant. Parce qu'en fait, il y a déjà sur les questions sanitaires et sur les questions de santé publique, tout un tas de récits complotistes qui existent et qui ont une énorme audience. Si vous vous intéressez par exemple à la maladie du sida, vous allez tomber sur des trucs absolument dingues. Le sida créé par la CIA, machin, enfin, il y a tout un tas de trucs là-dessus. Et donc, ce qui va commencer avec le Covid, c'est ce qui préexistait. Et puis, assez rapidement, le fait que les gens soient enfermés chez eux, que pour s'informer,
il passe par Internet, eh bien, va naître une espèce de nouvelle narration. Donc, le premier truc, c'est le Covid n'existe pas. Ouais. Cette maladie n'existe pas vraiment. Donc, c'est tous les gens qui vont filmer des hôpitaux vides, qui vont nous expliquer qu'il n'y a pas d'unité de soins intensifs, qu'il n'y a pas de malades, qu'en fait, tout ça n'est pas vrai. Ça, c'est le premier truc. Et après, le deuxième truc, c'est que, en fait, c'est pas vraiment dangereux. Et là-dessus va venir se greffer un troisième narratif qui est bizarre parce qu'il est complètement contradictoire des deux premiers, mais visiblement ça ne les dérange pas. C'est que ce truc qui n'existe pas vraiment ou qui n'est pas dangereux, en fait c'est un plan pour éliminer la population mondiale. Alors comment on explique qu'un truc qui n'existe pas ou qui n'est pas dangereux va éliminer la population mondiale ? Je les laisserai vous expliquer, moi je ne suis pas capable. Mais on arrive sur ce truc-là, et là on n'est même pas encore dans la période du vaccin, on est juste dans la période de la maladie. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un consensus scientifique sur l'origine de la maladie, mais que ce consensus scientifique, il peut évoluer. Et qu'on voit bien qu'il y a de nouveaux éléments qui sortent, qui disent « Ah bah tiens, peut-être qu'en fait, ça vient d'un laboratoire chinois ». Bon, moi, ma position sur ces sujets-là, elle est toujours la même. C'est que nous sommes des rationalistes. Et que notre manière de juger dépend des éléments qui sont à notre disposition. Et donc, il ne faut jamais être définitif dans nos explications, oui. Et au contraire, dire, ben voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est ça. Et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, d'autres enquêtes, d'autres éléments nous permettront de savoir plus. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette maladie, elle existe, cette maladie, elle est très dangereuse, et que la peur, panique que nous avons tous ressentie à ce moment-là, eh bien, elle a un peu subventionné notre capacité à croire des choses qui n'étaient pas vraies, quelles que soient ces choses et quelle que soit la manière de les raconter. C'est le fait de vivre une urgence sanitaire en direct. Et ça m'amène à vous, Madame Buzyn. Je voudrais avoir votre regard de femme politique à l'époque. À ce titre, d'ailleurs, je vais rappeler une actualité qui est tombée cette semaine. Vous étiez visé depuis juillet 2020 par une information judiciaire de la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. Ce 21 mai, la Cour de justice de la République a prononcé un non-lieu. Et je voudrais revenir sur certains éléments, parce que je les trouve intéressants au titre de la désinformation. Vous l'avez dit, vous avez quitté à regret le ministère de la Santé. Votre successeur, juste après, Olivier Véran, à un moment, il diffuse une recommandation. Les masques sont inutiles, sauf pour les personnes fragiles, les personnels soignants, etc. Alors ensuite, il reviendra là-dessus, il dira que c'était une erreur, que c'était pas une tactique pour masquer le manque de masques. Je veux pas revenir sur ce fond-là, mais moi je veux avoir votre ressenti. Vous êtes médecin, vous êtes hématologue. Comment est-ce que vous avez vécu le fait qu'Olivier Véran, ministre de la Santé, votre successeur, propose une mesure de ce type, les masques sont inutiles, alors que normalement en tant que médecin, vous savez que les masques, dans un hôpital, tout le monde en porte. Alors, je vais vous décevoir. Ça va être horrible, je vais vous décevoir. Mais il se trouve que pour la Cour de justice de la République, j'ai un peu regardé toute l'historique des épidémies, etc. Et j'ai notamment regardé tout ce qui existait sur les masques. Et en fait, il n'y avait aucune recommandation au monde, dans aucune épidémie de quelque virus que ce soit, qui recommande des masques en population générale. Et donc, en population générale, toujours, dans tous les guides, dans toutes les recommandations internationales, les masques étaient réservés pour les soignants et les gens qui toussent, pour éviter qu'ils en mettent partout. Et donc, quand il y a Même dans le cadre d'une pandémie, d'une épidémie ? Oui, même dans le cadre d'une pandémie, vous prenez le guide des pandémies, publié par l'OMS en 2018, qui parle des épidémies de SRAS, de MERS, de grippe, etc. Et ils disent bien pas de masque en population générale. Et donc, en réalité, c'est une recommandation internationale. Pourquoi ? Et alors, c'est là où tout le monde va hurler, mais malheureusement, c'est la vérité. C'est que, et c'est l'OMS qui le dit dans une conférence de presse, l'OMS dit, et Mike Ryan, le directeur des crises de l'OMS, dit, en fait, on ne recommande pas des masques en population générale parce qu'il y a du virus partout, parce qu'on les manipule mal, parce qu'on les retire, on les met dans la poche, et qu'en fait, on en met partout et qu'on s'infecte. Et donc, c'est ce que dit Sibeth Ndiaye, la fameuse porte-parole du gouvernement, où tout le monde lui tombe dessus en disant « elle est dingue », elle se moque de nous, etc. Mais en réalité, quand vous regardez même l'écrit des recommandations internationales, c'est ça qui est écrit. C'est-à-dire, c'est écrit « attention, pas de masque en population générale, parce que les gens le mettent mal et qu'en fait, on diffuse du virus partout ».
Or, et je rejoins, et c'est pour ça que c'est intéressant ce que vous dites, je rejoins le problème que les gens ne comprennent pas. C'est que la science, elle se construit au fur et à mesure que l'événement se passe, et notamment quand vous avez un nouveau virus qui a des caractéristiques particulières, etc. Et donc, effectivement, au début, je pense que tout le monde de bonne foi a simplement répété ce que répétait le monde entier. Et d'ailleurs, j'ai vérifié quand est-ce que les pays ont recommandé le masque en population générale. Aucun pays n'a recommandé avant la France. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous évolué, tous les pays ont évolué de la même façon. Je peux d'autant plus le dire que je n'étais pas en fonction, donc ça ne me concerne pas. Mais en réalité, tout le monde s'est mis à mettre le masque au même moment parce que la science a progressé, que progressivement on s'est dit c'est pas des gouttelettes, donc on s'en met pas partout. Il y en a. Souvenez-vous, on se lavait les mains au gel hydroalcoolique, on lavait nos yaourts avant de les mettre dans le frigo. Pourquoi ? Parce qu'on pensait que c'était sur les surfaces. Et puis petit à petit, on a dit ce sont des aérosols, mais ça c'est plutôt sorti au mois d'avril-mai. Et l'OMS a changé ses recommandations le 5 juin. Donc moi, j'en veux pas Olivier Véran, en fait. Alors il peut dire on s'est trompé, mais non, en fait, la recherche, la science, elle a évolué pendant cette épidémie. Il fallait que l'épidémie soit présente sur le territoire pour qu'on comprenne comment on s'infecte et que progressivement, on change les recommandations. Ça aurait dû rassurer les gens. Je pense que si les gens comprenaient comment la science se construit progressivement, pas à pas, ils devraient être rassurés qu'on change les recommandations. Et bizarrement, les gens étaient très énervés en disant « mais ils ne savent pas ce qu'ils disent, un jour ils disent ça, un jour ils disent ça ». Ben non, en fait, ils adaptent les recommandations à la progression de la connaissance. Et ce n'est pas parce qu'on cache des choses avant, c'est parce qu'avant, on ne sait pas. Alors, après, il y avait effectivement une pénurie de masques, je ne le conteste pas. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit la raison, vraiment la raison, et c'est ce que disait l'OMS, et c'est ce qu'ont fait tous les pays du monde, en fait. Sauf les pays d'Asie, qui ont une habitude du masque beaucoup plus répandue que nous, même en l'absence d'épidémie, donc c'est un peu différent. Mais j'ai même regardé les recommandations de Singapour, de Taïwan, etc., et ils disent pas de masque en population générale. Donc voilà, c'est pas si simple, en fait. Vous comprenez que les différentes critiques qui ont été faites dans la gestion du Covid par le gouvernement, donc on parle de gestion des masques, on parle de ses recommandations, etc., etc. Comment est-ce que vous, en tant qu'ancienne femme politique, ancienne ministre de la Santé, vous prenez le fait que ces recommandations-là ont été la source de beaucoup de Covid-sceptiques, qu'à cause de ces recommandations où les gens avaient l'impression que on dit rouge, puis on dit vert, on dit noir, puis on dit blanc, etc. Bon, en fait, le Covid, il n'existe pas du coup. Vous vous sentez comment par rapport à ça ? Non, mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on n'explique pas comment se construit la connaissance, et qui est une démarche progressive, où on confronte des hypothèses, où un coup on pense que c'est des surfaces, un autre coup on pense que ce sont des aérosols, en fait, et on ne sait pas qui a raison, et il faut des semaines et des semaines pour savoir qu'en réalité c'est des aérosols, etc. En fait, les gens ont l'impression qu'on leur ment avant. Et c'est là où je pense que nos experts, entre guillemets, qui étaient sur les plateaux télé, n'ont pas joué leur rôle. Pourquoi ? Alors, c'est un autre sujet, en fait. On a eu beaucoup d'experts autoproclamés. Il fallait occuper l'espace. Tout le monde était devant sa télévision, tout le monde était confiné. Donc, pendant des semaines, il fallait que ces chaînes Tout Info amènent du contenu. Quand un médecin disait « on ne sait pas, il y a plusieurs hypothèses, etc., peut-être que ça va changer », il n'était pas réinvité, en fait. Celui qui était réinvité, c'était de dire « mais moi, je sais, je vous le dis, c'est comme ça ». Et donc, pourquoi, en fait, les gens n'ont pas compris? C'est-à-dire qu'on ne leur a pas expliqué que le doute, c'est vraiment... ça devrait nous rassurer. Il se passe un événement nouveau. On ne comprend rien. On apprend tous les jours que les gosses sont contagieux, pas contagieux, qu'il y a des gens qui sont contagieux 10 jours avant les symptômes, etc. Et donc, tous les jours, on adapte. Et cette pédagogie-là, elle n'a pas eu lieu. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que après le Covid, une des personnes qui a été le plus appréciée, c'est Édouard Philippe. Parce que plusieurs fois, il a dit « je ne sais pas ». Et donc ça doit nous alerter. C'est-à-dire, je pense qu'il est important de faire comprendre à une population que quand il se passe un événement nouveau, eh bien, on a le droit de ne pas savoir et on va prendre des décisions qu'on va espérer les meilleures possibles avec le niveau de connaissance qu'on a.
Et ça peut changer. Et c'est rassurant que ça change. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas figé et que justement, on va adapter en permanence aux nouvelles connaissances. À ce titre, dans le chat, on a quelqu'un qui répond à ce que vous nous racontez. Pianoubi, j'essaie de lire le pseudo correctement, qui dit oui, mais le problème, il parle des médias, c'est qu'ils ont besoin du buzz pour vivre, forcément, ils vont changer le contenu. Pour répondre à ce que vous venez de nous expliquer, je voudrais qu'on prenne un peu de recul. Heureusement que tu es là, Thomas. Tu es un expert, comme je le disais, de la lutte contre la désinformation. Lors de cette crise du Covid, la responsabilité de la masse de désinformation, pour toi, elle reposait sur qui ? Sur les politiques ? Ou sur les plateaux ? Ou sur le professeur Raoult ? Mais je pense qu'on oublie le vrai responsable, en fait. Le vrai responsable, c'est les réseaux sociaux. Le vrai responsable, c'est l'algorithme. En réalité, les grands médias professionnels ont fait des erreurs, mais ils s'en sont systématiquement excusés. Et ils ont, dans une situation extrêmement compliquée, quand même réussi à jouer leur rôle. Et il y a plein d'études, d'ailleurs, qui sont plutôt faites par des gens qui aiment pas trop les médias ou qui sont très critiques des grands médias professionnels, qui montrent que les grands médias ne mentent pas, en tout cas ne mentent pas volontairement, et que quand ils le font, ils corrigent. Ce qu'ils font, et ce qui est désagréable pour un certain nombre de nos citoyens, de nos concitoyens qui regardent ces informations, c'est qu'ils ont des lignes éditoriales. Ils ont des visions du monde qu'ils défendent un petit peu dans leur manière de présenter les informations. Mais ils ne mentent pas volontairement. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que, en réalité, c'est le premier moment où les grands médias d'information, notamment les chaînes d'information continue, ont compris qu'elles n'étaient pas que en concurrence entre elles. C'est-à-dire qu'en gros, CNews n'était pas que en concurrence avec BFM et LCI. En fait, CNews, BFM et LCI étaient en concurrence avec TikTok. Et ouais. Et donc, du coup, ces chaînes d'information, elles ont essayé de gagner cette bataille pour notre attention face à des outils qui étaient quand même beaucoup plus performants pour capter notre attention que les chaînes d'information. On parle, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase de Patrick Lelay, qui disait « Mon travail en tant que patron de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. » Ça nous avait semblé odieux. On s'était dit, c'est vraiment dégueulasse de dire un truc pareil. Et ben moi, je vais vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, il me manque vachement Patrick Lelay. Parce que Patrick Lelay, la seule chose qu'il pouvait faire pour capter mon attention, c'était augmenter le son de la pub à la mi-temps du match de foot, parce que comme j'allais pisser, il fallait bien que j'entende alors que j'étais plus dans la pièce. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg et Elon Musk, ils savent déjà que j'ai envie d'aller pisser alors que moi, je ne le sais pas encore. Donc on n'est plus du tout dans le même niveau de surveillance des citoyens, de compréhension de leur psyché et donc de capacité à les manipuler. Ce qui est sûr, c'est que la confiance ne se donne qu'une seule fois. Et que quand cette confiance est abîmée, eh bien c'est très difficile de la recréer. La crise du Covid, elle n'arrive pas dans la période la plus florissante, bienveillante et géniale de notre pays. Ouais. On sort de la crise des Gilets jaunes, on sort de la réforme des retraites qui s'est très très mal passée, on est dans une situation dans laquelle le pays est sous tension, et sous une tension très importante. Donc, je crois que chaque atermoiement, erreur, rectification est interprété de manière disproportionnée par ceux qui ont envie de l'interpréter de manière disproportionnée et qui sont en réalité une minorité, parce que la majorité des Français s'est vaccinée, a respecté les règles, a fait des efforts dans une situation très compliquée et tout. Mais cette minorité-là, elle est déjà très bruyante, et elle est d'autant plus bruyante qu'elle est répercutée par les algorithmes. Donc on est quand même dans une situation qui est un peu problématique, où on a des médias professionnels qui diffusent de l'information sérieuse, et on a à côté de ça des réseaux sociaux qui ne respectent aucune règle, ne payent pas d'impôts, ne répondent pas à la justice quand on leur demande quoi que ce soit, captent le marché publicitaire et assèchent les fonds des journalistes professionnels pour faire leur travail correctement, et à la fin, eux, ils diffusent 5 milliards de fake news sur le Covid en 5 ans. À quel moment est-ce qu'on les rend responsables de ce truc-là ? Là où tu es fort, Thomas, c'est que tu arrives à anticiper la suite de mon programme. Mais avant... C'est parce que je suis un reptilien, je sais déjà tes questions.
Mais avant de rentrer dans cette question-là, je voudrais recentrer le débat sur quelque chose. C'est qu'on est quand même au climat Libétour. On vous parle de fake news et de santé. Ouais. En fait, moi, je comprends pas. Il y a un lien entre les fake news sur la santé et les fake news sur le climat, Thomas ? En fait, déjà, il y a un premier lien, c'est que quand on adhère à des fake news sur la santé, on a une vision, on remet en cause la science. Et quand on remet en cause la science sur les vaccins, c'est pas très éloigné de remettre en cause la science sur la réalité du changement climatique. Ce qu'on a vu avec cette espèce de vase communicant entre le Covid et le climat et les questions climatiques, c'est pas tant une adhésion sur le refus de la science, qui était certainement un peu la matrice intellectuelle de ceux qui sont passés de l'un à l'autre, mais ce qu'on a vu, c'est un refus de modifier nos modes de vie. On a commencé comme ça tout à l'heure, c'est effectivement, je veux pas me vacciner, je veux pas du pass sanitaire, je ne veux pas de restrictions à ma liberté de me déplacer. Eh bien, on retrouve le même genre de discours sur je veux rouler avec ma voiture comme je veux, y compris dans les villes où on m'interdit comme avec cet auteur-là qui nous parle des gueux, là, qui dit n'importe quoi. Enfin bon, voilà. Alexandre Jardin, pour le nommer, parce que c'est pas bien de dire du mal des gens sans dire leur nom. Et d'avoir ce truc de je veux pas qu'on touche à mon mode de vie. Et donc, je veux faire mes barbecues, je veux manger comme j'ai envie de manger, je veux consommer comme j'ai envie de consommer, alors qu'on sait tous aujourd'hui, et que c'est c'est quand même une constante, qu'il y a un moment où il n'y a plus sur la planète. Donc, il faut trouver des solutions. Et peut-être intervenir. Bien entendu, madame la ministre. Mais c'est pour aller dans votre sens. C'est Étienne Klein qui le dit très très bien. Il est astrophysicien et en fait, il a été assez peu soumis aux fake news dans sa discipline. Parce qu'en fait, personne ne remet en cause que la galaxie X, Y, Z, elle est située à 100 000 années-lumière de l'étoile Trucmuche. En fait, ça gêne personne. Ou qu'on a trouvé le boson de X ou au CERN. En fait, ça ne va rien changer à nos vies. Et donc, il y a toute une partie de la science qui n'est jamais remise en question. Les seules données scientifiques qui sont systématiquement combattues, etc., c'est celles qui vont aboutir effectivement à un changement dans notre quotidien et qui vont, comme le Covid, nous amener, par exemple, à une perte de liberté pendant le confinement, c'est violent, ou effectivement à arrêter de rouler avec du diesel alors qu'on a une bagnole, etc. Et donc, il faut bien qu'on se rende compte qu'on est plus susceptible, en fait, à être soumis à des fausses informations dès que ça va toucher le quotidien de nos vies. Il y a un deuxième phénomène, moi j'ai envie de des trucs en fait, des trucs pour ne pas se laisser berner. Dès qu'on fait appel à votre émotion, à votre colère, quelque chose qui vous dit « vous trouvez ça normal que », en général, c'est le mode d'entrée pour vous attirer vers une fausse information. Mais la science a rarement envie, et les scientifiques raisonnables ont rarement envie de faire peur ou de mettre en colère ou de créer de l'indignation. Quand on vous crée de l'indignation ou de la colère, en général, méfiez-vous, ce sont des gens qui vont avoir envie de vous capter pour vous faire adhérer à quelque chose qui effectivement vous choque, etc. et va imprimer dans votre cerveau. Et ce qui est terrible, c'est que plus on est en colère ou plus on a peur, plus on va imprimer dans le cerveau. Ça, c'est quelque chose qui est très bien connu en sciences neurocognitives. Et l'exemple typique, c'est que tout le monde se souvient d'où il était le jour des attentats du 11 septembre 2001. Tout le monde, parce qu'on a vu ces images. Il n'y a pas une personne au monde qui ne sait pas où elle était. Mais parce que la peur, l'angoisse, en fait, elle fait imprimer la mémoire. Mais quand l'information est plate, en fait, qu'elle ne vous concerne pas, vous n'allez pas la garder. Donc, c'est très important de savoir que la colère et la peur vont être non seulement un trigger pour vous capter. Un déclencheur, Voilà, un déclencheur pour capter l'attention, mais en plus vont permettre qu'on fixe l'information beaucoup plus qu'une information scientifique banale qu'un scientifique ne va pas vendre en faisant du buzz. Madame Buzyn. Dans les médias, on dit on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais pas des trains qui arrivent à l'heure. Non, mais effectivement, les informations négatives marquent mieux notre cerveau que les informations positives. Et là-dedans, la désinformation,
a une forme d'atout un petit peu naturel Bien sûr. sur nos cerveaux et qui en plus est amplifié par les algorithmes et qui du coup déjà de base joue un peu contre nous. Mais d'ailleurs, Madame Buzyn, on a vu aux États-Unis la désinformation atteindre le plus haut sommet de l'État. Je parle bien évidemment de Donald Trump, qui fait une attaque très sévère contre la communauté scientifique. Pour ceux qui nous regardent, je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, aux États-Unis, il y a des scientifiques qui n'ont pas le droit de dire le mot climat dans leurs recherches. Il y a littéralement de la censure. On a fait plusieurs papiers à Libération sur ce sujet, vous pouvez aller les consulter. Vous, comment vous vous sentez par rapport à ça? Et surtout, est-ce que vous pensez que ça peut arriver en France, ce mouvement antiscientifique, et surtout cette désinformation au plus haut sommet de l'État? Alors, je pense que tout peut arriver partout. On est quand même là aujourd'hui dans un monde désinhibé, où sincèrement, je pense qu'on est en sécurité nulle part. Mais quelque part, Trump est modélisant, en fait, et peut-être va nous permettre de réagir collectivement quand on voit la folie de ce qui se passe aux États-Unis. Il avait commencé en 2016. Moi, j'étais ministre, j'assistais à un G20 en Italie, et un G20 des ministres de la Santé, on devait parler de la santé environnementale et de la santé sexuelle et reproductive. Et le représentant du gouvernement américain qui était au G20 avait interdit que dans le communiqué final, on parle de la santé sexuelle et reproductive des femmes et qu'on parle de la santé environnementale. Pas de bol, c'était le sujet du G20. Et on a failli en venir aux mains. C'est-à-dire qu'on a passé une nuit de négo, etc. Mais donc déjà en 2017, il y avait interdiction de prononcer ces mots. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Là, c'est beaucoup plus grave. Il a supprimé toutes les bourses. Il y a 60 mots interdits, au moins dans les bourses de recherche, dans les travaux de recherche. Il a absolument annulé tous les crédits sur le sida, sur la santé sexuelle et reproductive. Enfin, ce qui se passe aux États-Unis est absolument monstrueux. Ça aura un impact évidemment mondial. Sur le climat, toutes les bases de données qui servent à modéliser pour le GIEC, elles sont en grande partie aux États-Unis. Et donc, on va perdre de l'information, de la capacité de modéliser. Et évidemment, je suis inquiète pour l'Europe. Et je ne pense pas, alors, pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on est immunisé en Europe. La Serbie vient d'interdire à ses chercheurs de faire plus de 25% de leur temps en recherche. La Hongrie, qui a nommé un commissaire européen à la santé, elle a nommé un commissaire européen qui est plutôt anti-vax. Donc, en fait, tout ça existe aussi en Europe. On est, je pense, à l'abri de rien. Vous en avez vu, dans votre carrière en politique, des climato-sceptiques comme Donald Trump? Non, objectivement, non. On est quand même un pays un peu plus rationnel. Non. Alors, il y a deux raisons. Il y a pour lequel le climat et la santé sont la cible. Le climat, je pense que derrière, il y a vraiment, quelque part, le lobby industriel. Ce n'est pas juste une attaque sur la science parce que ça change nos comportements. Aux États-Unis, c'est parce qu'on veut du pétrole pas cher, on veut booster la croissance, etc. Il y a quand même derrière ça toute une industrie qui a un intérêt. Dans la santé, je ne pense pas que ce soit la même chose. C'est vraiment, même s'il y a il y a quand même aussi des lobbies derrière la naturopathie, les huiles essentielles, etc. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas derrière énormément d'industrie. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait le même phénomène santé et climat. Thomas ? En réalité, la désinformation climatique, elle a quelque chose de très particulier. Il se trouve que toutes les fake news et toutes les théories du complot n'ont pas c'est parfois difficile de remonter à la source, de savoir qui a commencé à dire n'importe quoi. Dans le cas de la désinformation climatique, c'est très clair. Dans les années 70, aux États-Unis, il y a un consensus, et sur la planète, il y a un consensus global. Il y a un réchauffement climatique et l'être humain a sa part de responsabilité. On est sous le gouvernement de Jimmy Carter, et Jimmy Carter va commencer à lancer aux États-Unis des plans de financement d'énergie renouvelable, d'éoliennes, de photovoltaïque. Donc, ils vont commencer à investir et à dire qu'il y a un moment, le modèle du tout-voiture américain ne fonctionnera plus. Et là, l'industrie pétrolière et l'industrie automobile, ils vont créer des fake news. Ils vont créer des think tanks, ils vont créer des faux scientifiques, ils vont créer des fausses recherches, ils vont créer des faux médias, ils vont créer de toutes pièces, avec des millions et des millions de dollars,
de la désinformation. Aujourd'hui, en 2025, 95% des arguments climato-sceptiques que vous trouvez sur Internet sont issus de tes think tanks fabriqués par l'industrie pétrolière américaine. Ouais. Donc, on a un responsable très clair. On sait très bien d'où ça vient. On sait très bien comment ça a été créé. Et l'un des principaux think tanks, c'est le Heartland Institute, qui est donc un de ces méga think tanks américains, qui a été fondé à l'époque par les frères Koch, qui sont donc 2 milliardaires américains qui financent énormément tout ça, mais dans lesquels on retrouve, qui sont un peu les financeurs traditionnels du Parti républicain, mais on retrouve d'autres milliardaires, beaucoup plus discrets, qui sont en réalité du mouvement trumpiste, et qui sont aussi les financeurs dans ces mouvements-là. Ouais. Et donc on se retrouve dans une situation aujourd'hui dans laquelle la désinformation climatique, elle a été fabriquée par une industrie à des fins économiques, pour défendre son précaré et l'industrie du pétrole et de la voiture aux États-Unis, mais ces arguments sont aujourd'hui aussi récupérés par des gens qui viennent de ces autres courants. Oui. Et du coup, notamment, tous ceux qui refusent le changement de mode de vie et tout ça. Et donc, on a un espèce de gloubi-boulga idéologico défiant sur les questions scientifiques, mais on sait très bien d'où ça vient. Et malheureusement, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Et c'est un sujet dont on va parler, toutes les affaires de business et de fake news, mais je vous propose de faire une courte interruption parce que pour vous, le public, et pour vous dans le chat, on va recevoir Johanna Salézé, qui est humoriste et qui va vous proposer une grande interlude, le quiz du Climat Libé Tour. Et nous sommes de retour, vous voyez à mes côtés, Johanna Salézé. Johanna, je te présente en 2 mots, tu es journaliste de formation, mais tu es également humoriste. Tu as commencé en 2020, sélectionné par le réputé Point Virgule. Tu as joué au Montreux Comedy Club Pop-Up et au Caustic Comedy Club de Genève. Tu diffuses tes chroniques sur le RTS Couleur 3 en Suisse. Et tu es également au Théâtre des Marais tous les jeudis, 19h30, du 3 juillet au 11 septembre. Salut Johanna. Eh ben bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus si nombreux et donc sur le live Twitch aussi. Et puis merci aussi à nos invités d'être là. Donc on va faire un petit quiz humoristique, petit quiz qui a, je crois, déjà commencé avec Thomas Huchon. J'ai toujours rêvé d'être humoriste. Oui, ça se sent. J'ai trouvé ça très drôle parce qu'en fait, je pense que vous avez fait la moitié du quiz avec les blagues que vous nous avez livrées tout à l'heure. On va voir si du coup les gens. C'était donc un complot contre toi. Écoutez, en fait, on l'a fait à 4 mains ce quiz. Du coup, ce sera l'occasion pour vous. N'hésitez pas à participer si vous avez envie. Ne soyez pas timide, Nous sommes une grande famille ce soir, donc lâchez-vous. Et pareil aussi, d'ailleurs sur la chaîne de Libé, n'hésitez pas à participer. On va commencer par le chiffre. Alors, première question. Selon une étude de l'université de Cambridge, 60% des Américains de 13 à 17 ans croient à plusieurs théories du complot. Ou B. Selon une étude de l'université de Cambridge, 60% des Français de 13 à 17 ans confondent Didier Raoult avec Albert Einstein. Ou C. Selon une étude de l'université de Cambridge, 60% des Russes de 13 à 17 ans financent des campagnes de désinformation. C'est parti pour les votes. Thomas Huchon. Réponse C. Réponse C. Excellent. J'ai très envie que ce soit vrai. Non, mais j'ai très envie que mon ordinateur se retransforme en russe, comme après chaque fois où je parle des Russes publiquement. Avec des codes Pascal, etc. Voilà, exactement. Et dans le chat, on a réponse B ou réponse A. D'accord. Réponse B. Ah purée. Agnès Buzyn, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense... vous voulez vraiment que je réponde? Non, mais... Oh, écoutez, si vous avez envie de vous amuser un peu, comme vous voulez. Je vais répondre à la 2, confondre Didier Raoult et Albert Einstein, mais j'ose espérer que Didier Raoult n'a pas traversé l'Atlantique. À ce point. Et qu'il est resté chez nous, bien chez nous. Donc, la A. La A. Eh bien, écoutez, c'est évidemment la réponse A. 60% des Américains de 13 à 17 ans croient à plusieurs théories du complot. Est-ce que vous, Thomas Huchon, vous avez des chiffres pour la France ou pas? Est-ce que vous savez quelle est je sais pas, une fourchette pour cette tranche-là pour la génération Z? En France, on n'a pas de chiffres pour les moins de 18 ans.
parce qu'il y a une impossibilité légale à mesurer leurs opinions, parce qu'on ne peut pas leur faire de sondage. Mais on a des chiffres qui sont autour de 35 à 40% pour les plus jeunes, sans être capable de donner la tranche d'âge précise. Ok, d'accord. Voilà. Donc on est à peu près un tiers de la population. Informelle. Là, on est plutôt à 2 tiers sur le chiffre que vous amenez. On est plutôt à 1 tiers en France. Comme quoi, l'éducation aux médias à l'école, c'est pas totalement inutile. Les EMI, c'est pas complètement naze, pas quoi. Pas complètement naze. Bon, je vous propose que on passe à la suite parce que je voulais quand même vous montrer que Didier Raoult, bien sûr, en réalité, si on y ajoute un tout petit peu d'hydroxychloroquine, en réalité, ça n'est pas du tout Albert Einstein qu'on obtient, mais c'est bien Panoramix. mais oui. Et il le dit lui-même parce qu'après tout ça, Madame Buzyn, ça va, c'est qu'une grippe. Ouais, ça va. C'est ça, je vous le confirme. Il m'a expliqué pendant 1 mois, le temps que j'étais au ministère, là, je crois que c'est bon. Je perdais mes nerfs parce que c'était une grippette et qu'il y avait plus de morts en trottinette électrique en Chine. À Paris. Ah oui. Oui, en Chine que de morts du Covid. Non, faut se pincer, effectivement. Ouais, non, mais on va respirer pendant ce quiz, hein, vous allez voir. Alors. Autre question, maintenant on y retourne. Selon une étude de l'IFOP, qui date donc de 2021, on estime que 30 à 40% des Français ont déjà cru à une fake news. B, selon une étude de l'IFOP de 2021, 30 à 40% des Français diffusent intentionnellement des fake news. Ou C, selon une étude de l'IFOP de 2021, 30 à 40% des Français captent enfin la 5G, Thomas Huchon, après avoir fait le vaccin du Covid-19. Mais moi, j'aime bien les réponses C. Moi, j'aime bien la réponse C aussi. Dans le public, n'hésitez pas à lever la main. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Oui, vous? La A, ok. Réponse A. Dans le live, on a quoi comme... Réponse A. Réponse A aussi. Une autre personne A. Madame Buzyn. A aussi. Bon, écoutez, j'ai l'impression quand même que c'est la A qui va l'emporter. Je suis désolée, on aurait adoré capter la 5G, définitivement. Moi, j'ai arrêté mon abonnement chez Free après la 3e dose. Hein. Eh ben, écoutez, vous avez raison parce qu'ils l'affirment. Si aujourd'hui tout va si vite, c'est un petit peu de leur faute. Bien sûr, mais effectivement, la fibre, c'est exactement. Et si t'as Free, t'as tout compris. Je crois qu'en tout cas, c'est ce qu'ils essayent de nous dire. On y retourne. Les fake news liées au Covid-19 ont provoqué la mort. Je vous ai dit qu'on a fait ce quiz ensemble. Ont provoqué la mort donc de 800 personnes. Réponse A, on ne sait pas. Réponse B, ou une centaine d'Américains qui se sont injectés du gel hydroalcoolique dans le sang après les annonces de Donald Trump. Là, pour le coup... Qu'est-ce qu'on aurait aimé? Alors, moi, j'irais sur la réponse C encore, mais voilà. Réponse C, premier degré ou pas réponse C? En fait, je crois me souvenir, c'était pas sur le gel hydroalcoolique, mais c'était sur l'eau de Javel. Il y a eu des cas de gens qui sont vraiment tombés malades après que Trump ait dit dans une conférence de presse que l'eau de Javel ingérée pouvait avoir des effets positifs. Quoi. Je me souviens de Tony Fauci qui était juste derrière Trump quand il a commencé à dire qu'il fallait boire de l'eau de Javel parce que ça allait nettoyer le Covid. Et j'ai vu ce chef du NIH, c'est-à-dire du grand institut de recherche américain, qui était totalement paniqué. Donc, mais c'est marrant parce que moi je dirais plutôt B, parce qu'en réalité il y en a eu partout. Parce qu'en réalité, vous pensez qu'on ne sait pas. Vous vous dites plutôt B? En réalité, on sait, il y a eu des calculs faits sur l'hydroxychloroquine. En Europe, c'est plusieurs milliers de morts probablement à cause des complications cardiaques. Il y a toutes les injections de produits multiples et variés, dont l'eau de Javel. Il y a ce que vous racontiez en Iran que j'ai découvert. Donc, à mon avis, dans le monde entier, c'est probablement plusieurs milliers de morts. D'accord, ok. Donc, pour vous, plutôt B, donc, j'entends. Moi, je dirais B. Pour vous, plutôt C, parce que les Américains, c'est les Américains. Et dans le public, qu'est-ce qu'on en pense? La B aussi, j'ai l'impression. B, c'est ça? Bon, eh bien écoutez, vous avez raison, on ne sait pas. On ne sait pas. En revanche, le chiffre de 800 morts était bien paru. Ça a été une infodémie qui a été d'ailleurs relativement massivement divulguée par des médias assez sérieux dans le monde entier qui ont affirmé en fait que ce chiffre donc de 800 morts, c'était l'ensemble des personnes tuées par la désinformation liée au Covid-19 dans la planète, alors qu'en réalité, c'est le nombre de personnes qui sont effectivement mortes en 2020, mais en Iran, parce qu'elles ont pensé que boire de l'alcool frelaté
permettait de tuer le Covid-19. Bah voilà, l'alcool est notre ennemi, hein, ils l'ont dit. Ouais. Après, en même temps, fuir Pour- devant pour une l'ennemi, fois c'est que les lâche. mollahs ont raison, il faut quand même le dire. Pardon. Pour une fois que les mollahs ont raison, Écoutez, ils l'ont dit. Hein. Je vous propose que l'on passe maintenant à une nouvelle partie du quiz, donc le story des fake news. J'aime bien cette image, j'espère qu'elle vous plaît aussi. Donc, une des premières fake news, selon vous, elle est apparue en 1726. Mary Toft, qui était donc à l'époque une paysanne anglaise, a affirmé qu'elle avait donné naissance à des lapins. 2009, Michael Jackson n'est pas mort. On sait tous qu'il est en Syrie avec Jean-Marie Le Pen et Johnny Hallyday. Elle m'a fait personnellement beaucoup rire, cette blague. Ou est-ce qu'elle date de moins 31 avant Jésus-Christ? Octave affirme que Marc-Antoine a rédigé un testament léguant une partie de l'Empire romain à Cléopâtre. Mais j'ai du mal à répondre. Pour moi, la première fake news, c'est l'histoire d'un mec qui marche sur l'eau. Ah En ouais. général, je me fais pas que des copains. Ou quand je c'est dis ça. l'histoire du gars qui divise une mer en deux. Oui, c'est ça, c'est ce Ah, genre-là. mais je crois que c'est presque Mais le même oui, mec. oui, quoi. non, C'est- si je devais en choisir une. Oui, là le but c'est une des euh, premières fake news. Voilà, en plus. non, mais en tout cas, s'il faut remonter le plus loin, c'est le plus loin. Ouais. C'est sûr que c'est Octave. Agnès Buzyn. Sincèrement, je pense que ça a toujours existé, donc je ne peux pas répondre. Je les connaissais pas, celles-là, donc je ne sais pas, mais je ne peux écoutez, pas imaginer que ça n'existe pas, même Ouais. au moment de la préhistoire. Donc, Bon. j'allais donner le même exemple que Thomas, en fait, mais ça allait être pire encore. Je pense que je vais recevoir des tonnes d'insultes, mais j'allais dire, il y a des gens qui allez. ont cru qu'une femme avait... Vous en avez pris votre part, oui, voilà. ma chère, Donc, je vais prendre celle-ci. avait accouché sans acte sexuel, voilà. Bah là on est sur une ambiance de lapin quand même. Hein. Ouais. C'est le stade au-dessus quoi. C'est quand même encore mieux des lapins. Dans le public, est-ce que vous avez une idée? Ah, ABC. préparez-vous pour la messe demain. Ah, ok. Quelqu'un d'autre? Il dit toujours A, le monsieur. Oui, là. c'est vrai qu'il dit toujours A. Je- Réponse A, réponse A. Moi, je trouve ça bizarre. Hein. C'est vrai que c'est Personnellement, louche. Comme par hasard, il dit toujours A. Moi, je dis rien. Bon, écoutez, la réponse, c'était la réponse. Du coup, Allez. c'est Octave aka Auguste et le Faux Testament. Une petite histoire parce que ça nous fait plaisir. En fait, en moins, je sais plus si c'était en moins 33. Enfin bref, Jules César se fait assassiner. Comme vous pouvez le voir, il l'a senti, hein, ça sentait un peu le bourbier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que César meurt, se constitue le second triumvirat, constitué donc de Octave, Marc-Antoine et Lépide, dont on n'a pas trop entendu parler, mais je trouve qu'il ressemble vachement à François Bayrou. C'est vrai. On est d'accord Ah, quand c'est même, vrai, c'est ça. incroyable. Qu'est-ce que vous C'est en vrai, pensez? ça. Non mais en vrai, je trouve ça, enfin, à titre personnel, Mais est-ce qu'il- il fait de la politique depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit. Mais est-ce qu'il a mis une claque à un gosse parce qu'il lui a fouillé sa toge? Il y a complètement moyen qu'il lui ait mis une petite mandale en scred. Ouais, absolument. Il y a moyen parce qu'après on n'entend plus parler d'ailleurs. D'accord. Donc ouais. Pourquoi on n'en entend plus parler? Parce que le duel se joue vraiment, en fait, entre Marc-Antoine et entre Auguste. Pourquoi est-ce que ces deux-là ne s'entendent pas? Eh bien, c'est parce que juste après la mort de Jules César, il y a une petite romance, n'est-ce pas, entre Marc-Antoine et Cléopâtre. Ah, il a eu le champ libre, il y a été. Hein. Il est parti vivre à Alexandrie. Voilà, je suis contente que cette base vous fasse rire parce que... Ouais, pas mal, ouais, pas mal, pas mal. Parce que moi, je l'ai trouvée vraiment délicieuse. Bon, exactement. Barracuda. Bon. Toujours est-il que ça fait un peu jaser, quoi. Donc, ça veut dire qu'à Rome, on trouve que Marc-Antoine, c'est en gros naze, bouh. Alexandrie, c'est nul. Et Octave se dit, vas-y, ouais, j'ai trop envie de gagner les élections à Rome qui arrivent bientôt, mais comment est-ce que je pourrais faire? Et là, il se dit, je sais, je vais manipuler le peuple en lui faisant croire que Marc-Antoine a rédigé un testament léguant une partie de l'Empire romain aux enfants de Cléopâtre. Est-ce que ce serait plutôt un plan digne de François Fillon ou Nicolas Sarkozy, selon vous, Agnès Buzyn? Vous trouvez pourquoi que des exemples à droite? Je vous trouve un peu non, je vous trouve un peu orienté Oui, c'est vrai, vous politiquement. avez raison, mais c'est parce que c'est Libération, quoi. J'essaie de respecter une ligne éditoriale. Il faut qu'il respecte la public quand même, Bon, Agnès. c'est un quand guet-apens. même- C'est un guet-apens. Non, évidemment, vous n'êtes pas obligé de répondre. Thomas Huchon, qu'est-ce que vous diriez, vous? Est-ce qu'on est plus sur du Sarko ou du Fillon sur ce plan-là? Alors, j'ai récemment rencontré une jeune fille qui s'appelait Eva Fillon.
D'accord. Et je me suis dit, tiens, je m'appelle Huchon, elle s'appelle Fillon. En fait, on est dans le même game, des fils d'eux. Et en fait, pas du tout. Par contre, j'ai l'impression que celui qui s'appelle Sarkozy et qu'on voit tout le temps à la télé, ça a l'air d'être le fils. Oui, Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr, mais Et j'ai comme l'impression. par hasard, il s'appelle Ouais. Louis, hein, comme par hasard. Comme par Comme de hasard, il par s'appelle hasard. Louis. Mais j'aime bien en fait cette histoire parce qu'il y a à la fois une fake news Ah ouais. et puis avant il y a un vrai complot. Et il y a un vrai Il y complot. a un vrai complot de Brutus et de tout un tas de sénateurs pour assassiner Ah mais complètement. Jules Ah César. non, mais c'est la Donc, c'est- meilleure fake news de l'année. Hein. Mais Enfin, ce que je trouve de intéressant, l'année. et ça nous permettra de dire ça, Oui. c'est qu'il y a des théories du complot et des fake news, mais il y a aussi des vrais complots. Et c'est justement parce qu'il y a des vrais complots que c'est difficile de lutter contre les faux. Bah, totalement. et- Et là, on et- assiste en plus, pour ce cas-là, à une vraie instrumentalisation de la politique, en tout cas à Rome, Ouais. parce que c'est effectivement ce qu'il a fait. Il a fait graver donc dans du marbre à l'époque le faux testament donc de Marc-Antoine, ce qui a fait que toute la Rome, en gros, enfin les Romains se sont dit, Marc-Antoine c'est un gros traître, bouhou la Rome aux Romains haineux. J'ai tenté une écriture inclusive sur celle-là. Pas mal. Et intéressante. Et au final, c'est effectivement Octave qui a gagné les élections. Et c'est à ce moment-là qu'il d'ailleurs se fait appeler Auguste officiellement. Tu as comme que les fake news à l'époque, c'est vachement plus dur. Faut graver des trucs. Faut graver des trucs. C'est Faut prendre. c'est faut pas de prendre le ChatGPT, marbre. les copains. Hein. C'est pas de l'IA Ça- et tout. ça Il n'y a va pas de moins deepfake. vite. Hein. Ça va Faut faire moins la vite, statue c'est du plus mec et lourd. tout. C'est pas marrant. Non, hein. non, C'est du boulot. hein. il était Non, très mais très motivé. C'est quand même intéressant parce que en réalité, il y a beaucoup de théories là-dessus, mais c'est quand même dans les régimes totalitaires qu'on utilise la fake news et le complot beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que le mensonge est important dans les pays totalitaires, et c'est ce qui fait la différence avec les démocraties. Les démocraties sont pas indemnes de mensonges, mais elles en font pas la primauté. Elles ont quand même la primauté à la vérité, contrairement au régime totalitaire. Tout à fait. Excusez-moi, j'ai cassé l'ambiance. Ah bah Ah, non, pas mais du pas tout, du attendez, tout. Mais enfin, c'est de écoutez, l'information. on rigole Ah, comme c'est des ça, petits c'est quand fous. quand t'invites Vous une n'avez pas du ministre tout dans un cassé Twitch, l'ambiance. voilà, tu vois, c'est ça. Voilà. Non mais ça va permettre Ça- de passer à autre chose. Ça Je pense fait que des c'est pas phrases mal. de sérieux là et tout. Là, attends. Mais non, moi je compte sur vous pour J'essaie de remettre un peu de lol dans tout ça, là. De remettre un peu le truc. Alors qui a dit les fake news se propagent plus rapidement et plus facilement que ce virus et sont tout aussi dangereuses. Oh. Alors là, écoutez, Alors, je est-ce peux que vous dire- savez le prononcer? Moi, je vote pour le A. Vous votez pour le. Est-ce que vous savez le prononcer? Oui, il a été mon patron, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Très bien, mais ce sera toujours vous qui allez prononcer ce nom de famille parce que C'est le patron de l'OMS, Tedros. Absolument. Tout le monde l'appelle Tedros, parce que personne ne sait prononcer le reste de son nom. Oui. Et, non, mais il se fait appeler officiellement Tedros, et ça a été mon patron à l'OMS, et c'est sa phrase, effectivement, je confirme. écoutez, voilà, donc Même pas besoin de regarder les autres réponses. elle a Je tué donne la le. réponse. Est-ce que vous voulez savoir à qui j'avais pensé d'autre? Ah bah moi je suis chaud, Oui. mais en fait je veux juste comprendre un truc, c'est en fait quand tu te fais embaucher à l'OMS, ton premier boulot c'est d'apprendre à prononcer le mec. Oui, c'est ça. Je crois que c'était. Je crois que c'est. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le patron, je me prépare, c'est dans 3 mois. Non, C'est- la chance c'était que là-dessus. La chance que j'avais, c'était le confinement, le deuxième. Je suis arrivée en janvier 2021 et tout le monde portait un masque. Donc personne ne se comprenait en fait. Ouais. Tout le monde parle en anglais, un mauvais anglais avec un masque. Donc Ouais, vous la avez tour beaucoup de Babel courage. à hein. côté, c'est rien. Oh, mais Alors, moi, j'avais une autre. Top. Merci Thomas Huchon pour cette délicieuse imitation. Alors, B, Francis Lalanne. Ah, Écoutez, Francis. il fallait quand même le mentionner un moment, on va se faire plaisir. Ah, bah, quand même. C'est Olivier Varian. Est-ce qu'il a muté avec la 3e dose de Pfizer? Oh, waouh. Oh putain, le jeu de mots. Exceptionnel. Voilà. Il m'a fallu du temps pour non, le mais comprendre. j'ai eu peur à un moment donné parce que vous avez commencé à parler de lui, je me suis dit Thomas Huchon pourrait la faire et là vraiment le quiz n'a plus Non. aucun intérêt. Non, je l'aurais pas osé, j'avoue. Je suis pas Bon. assez intrépide. Évidemment, c'est la C'est la réponse réponse A. A. Mais Et lui oui. aussi d'ailleurs, je crois qu'il n'arrive pas trop à prononcer comment il s'appelle. On passe à la Tedros suite. Adhanom. Si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'aurait plus que 4 années devant elle. Qui a dit cette phrase? Est-ce que c'est Albert Einstein? Est-ce que c'est personne? Ou est-ce que c'est Reflet de France? Mais personne, c'est Paul Personne? C'est personne. Non, C'est personne. nobody. Personne. Personne. Bah Pour non, Agnès Buzyn. C'est pas Einstein. En réponse C. Réponse C. Moi, par Bah, principe, c'est Reflet la de réponse France. C. C'est pas principe, c'est Ils la sont réponse C. le lobby du miel, bien connu. Attends, j'ai probablement aucune culture, mais je crois que c'était Einstein. Est-ce que dans le live Twitch, je sais jamais le dire, le live Twitch, c'est ça? C'est le Oui, live. oui, oui. Qui pense quoi?
Eh ben pour l'instant, on a des réponses parsemées, mais j'étais sûr que c'était Einstein. C'était pas Einstein? Oh bah attendez, on va le voir. Dans le public, A, B ou C? Ouais. Réponse A pour le monsieur. Il y a un monsieur qui râle. Il est où? Il est plus là, le monsieur. Réponse A, il est plus là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on a perdu deux membres de l'équipage, mais on va lui rendre honneur. Réponse A. Eh bien, c'est personne. Voilà. Okay. Ben, je suis désolée. En fait, on a prêté cette phrase à Albert Einstein, alors qu'il semblerait-il qu'il ne l'aurait jamais prononcée. En revanche, il y a quand même des gens qui se sont dit, mais qui a bien pu prononcer cette phrase à un moment donné? Alors, les recherches ont ça veut dire montré... que je me suis fait avoir par une fake news ou que je manque cruellement de culture parce que je ne lis clairement pas assez. Alors c'est possible, c'est peut-être les deux ensemble d'ailleurs. Merci Johanna, ça fait toujours plaisir de se faire soutenir. Allez, ça va, c'est gratos. Non, en fait, en réalité, il y a pas mal de personnes qui ont essayé de chercher. Cette citation, elle remonterait à 94, donc à peu près 40 ans après la mort d'Einstein. Et en fait, elle proviendrait d'une brochure qui a été faite par l'Union nationale de l'apiculture française. Ils s'étaient réunis à Bruxelles à cette occasion pour sensibiliser sur la nécessité que les abeilles, entre autres, parce qu'en fait ce sont tous les insectes pollinisateurs, ne meurent pas. Car avec eux, c'est effectivement 85% des plantes qui peuvent disparaître simultanément. Voilà. Je me suis amusée sur le montage, j'espère que ça vous fait plaisir. Ça donne faim. Voilà, allez, je vous propose qu'on enchaîne. Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. Qui a dit ça? Elisabeth Borne. Un fonctionnaire aux cartes grises. Et en vrai, je sais de quoi je parle, j'ai fait ça en job d'été il y a quelques années. Ou c'est Henri Salvador. Réponse C. Réponse C. Agnès Buzyn. Les plus de 50 ans connaissent la réponse. Franchement. Ah d'accord. Ah, c'est donc Elisabeth Borne. Ah d'accord. C'est donc attention, les plus de 50 ou de 65. De la SNCF, ils connaissent la réponse. C'est Henri Salvador. C'est Henri Salvador. Est-ce que le public est d'accord avec ça? Oui. Eh ben écoutez, oui, c'est Henri Salvador. Il paraît même que le lion est mort avant lui. Il est quand même mort à 90 ans, hein. Belle perf. Si je puis me permettre de le dire ainsi. Et maintenant, je voudrais qu'on on change un petit peu, c'est-à-dire, quel est le bon slogan de campagne de sensibilisation à l'alcool? Alors là, je sais que ça n'a pas grand-chose à voir avec les fake news, mais ça reste quand même la santé, et je la trouvais intéressante. Est-ce que c'est A, quand on boit des coups, notre santé prend des coups? B, quand on boit des coups, on tient pas le coup? Ou C, avec l'alcool, la fête est carrément plus folle? Réponse C, enfin. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, Agnès Buzyn? On est journaliste quand même, faut respecter notre profession. Moi, je dis la A, mais c'est pire que ça, en fait. Il n'y a pas que la santé qui prend des coups, il y a souvent les femmes et les enfants aussi. Excusez-moi, j'adore. Attendez, un commentaire de société absolument pertinent. Vous avez raison. Alors c'est vrai que l'ambiance est devenue délétère d'un coup, mais non, mais vous avez raison, absolument, évidemment. Donc on part sur la réponse A pour vous. Ouais. Le public A. Bon, on reste sur la réponse C, Thomas. Bien sûr. Ouais, faut pas déconner. Allez, très bien. La réponse, évidemment, c'est la réponse A. Quand on boit des coups, notre santé prend des coups. Pour la petite anecdote, en fait, c'est une campagne qui devait voir le jour en 2023. Elle ressemblait à ça, cette campagne. Sauf que elle n'a jamais pu être partagée, publiée, pour la simple et bonne raison que les lobbies du vin en France ont essayé de faire barrage parce qu'ils avaient peur que ça ait une réelle influence sur la consommation de vin. Donc, malheureusement, elle n'a jamais vu le jour, mais voici à quoi elle devait ressembler. Moi, je vais proposer une autre campagne. Voilà, je sens que un dernier coup et après on rentre, je sens que je vais avoir mal à la tête. Je pense que c'est à peu près ce que ça raconte finalement de ce que ça fait dans l'organisme. Maintenant, je voulais vous proposer dans le quiz un petit jeu qui moi m'a fait bien marrer. C'est le jeu faux mais durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en gros, j'ai sélectionné 3 fake news et j'ai envie qu'on choisisse ensemble laquelle, si elles avaient été vraies ou pas d'ailleurs, mais laquelle de ces fake news est la plus durable? Nous avons donc, l'homme n'a jamais marché sur la Lune. C'est faux. Nous sommes gouvernés par des reptiles. Ou c'est la Terre est plate. Laquelle de ces 3 fake news c'est là.
est la plus écolo, selon vous? Agnès plus Buzyn? La plus ancienne, c'est la Terre est plate. Mais La plus durable, quoi. Si elle était vraie, franchement... si elle est durable dans le sens... Elle est éco-responsable. écologie. Voilà, pardon. Éco-responsable. La plus éco-responsable, excusez-moi, je précise. C'est les reptiles, il y a des animaux. Alors, donc pour vous, B, reptilien pour vous? Mais j'avais précisé un truc, c'est que j'ai découvert en fouillant un peu plus cette histoire de Terre plate, qu'en fait, il y a deux chapelles. Il y a ceux qui pensent que la Terre est plate, et puis il y a ceux qui acceptent quand même l'idée qu'il y a des collines et des montagnes. D'accord. Et donc, elle est Elle est... plane. Ah, la précision d'accord. est importante. Ok. Ah bah ouais. oui. Non, mais c'est pour ça que dans le bouquin, Ah oui. le chapitre, c'est pas la Terre plate, c'est la Terre plane. La Terre plane. En écriture inclusive pour qu'on Oui, se pille. plane, ouais, faut pas déconner. T-N-E, tu vois. Ok. Voilà, plate ou plane, tu choisis ton camp. Mais donc, du coup, parce que il y a quand même, chez les gens qui pensent qu'elle est plate, des gens qui acceptent l'idée qu'il y a des montagnes. Genre l'Everest existe, mais... Voilà, ce qui veut dire qu'il y a aussi des gens qui refusent l'existence des montagnes. Là, je sais plus très bien quoi faire pour eux. Et là, on a lâché la Autant la rampe. Terre plate, je veux dire, c'est compliqué. Mais bon, Alors, ouais, bon. Mais là, pas de montagne. Là, je sais pas comment fait Inoxtag sur Ouais. le reste. Mais ça remet beaucoup de choses en Moi, j'ai question. envie de paraître intelligent face à deux experts de votre qualité. Je suis sûr que c'est la réponse A, parce que si l'homme n'a jamais marché sur la Lune, ça veut dire qu'il n'y est jamais allé. Donc, il n'y a pas de fusée, donc il n'y a pas de kérosène, donc c'est durable. D'accord. Alors, attendez, 30 secondes. On va pas donner. Faisons monter un petit peu cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on dit sur le live? Est-ce que Pour l'instant, sur le live, c'est partagé. Est-ce que dans le public, vous avez des réponses? dans le public, on dit quoi? A, B ou C? A, B, ok. Et vous, Agnès Buzyn? Moi, je raisonne Comme notre journaliste de Libération. absolument comme toi. Très bien. Eh bien, écoutez, Elle est on en va train quand de- même procéder Elle est en parce train que de basculer à gauche, j'ai hein. fait quand même des Attention. calculs, donc je suis désolée. On va regarder tout ça ensemble. Ça va durer une demi-heure, mais ça va être génial. Ça va bien se passer, comme dirait Gérald Darmanin. Donc, si on estimait que on n'ait jamais été sur la Lune, mais ça veut dire quand même qu'il y a des images. Donc, ça a été réalisé sans doute sur fond vert. Faire un film aujourd'hui sur fond vert, bah oui, quand même. Enfin, on est des professionnels de la fake news. Eh ben, c'est 2000 tonnes de CO2 pour un film. Voilà. Donc, ensuite, si on avait été gouverné par des reptiliens, alors c'est vrai qu'effectivement, un lézard, ça consomme peu, hein. Bah oui. C'est 3 kilos de CO2 par an. C'est juste parce qu'il respire. Mais en même temps, s'il est reptilien, ça veut dire qu'il nous gouverne. Ouais. Ça veut dire qu'on est gouverné par des reptiles. Et un président, selon le pays, selon ce qu'il a à faire, c'est entre 1500 et 4000 tonnes de CO2. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est la partie que je préfère. Si la Terre était plate... En gros, Waouh! est-ce que vous vous souvenez de ces formules? Ouais, bon, moi j'étais très nulle en maths, mais je comptais un petit peu sur vous pour me dit quelque chose. essayer de sauver un peu les choses. Parce qu'on est tous d'accord que la surface donc Donc c'est pi. du disque est égale donc à pi fois le rayon au carré, Ouais, et donc que la surface de la sphère Ouais. est égale à 4 fois pi fois r au carré. Ouais. On est tous d'accord avec ça? Moi, je me suis arrêté à disque. Il me semble. Dans le Et alors, public, sur la on première, suit. oui. La Ouais, deuxième, j'ai moins de. La deuxième, ça me paraît bizarre, mais... La deuxième, ça vous paraît bizarre? Bon, Pas Pourquoi écoutez. quatre politicienne. Ben, parce que c'est la loi, apparemment, c'est comme ça. Ok. C'est 4. Écoutez, à un moment donné, je vous donnais la réponse. Donc, Alors, la Terre émet chaque année, que ce soit d'elle-même ou avec non, en coup de pouce de l'humanité, 600 gigatonnes de CO2 par an. Donc, si on en croit cette petite formule mathématique, on en prend qu'un, d'accord. en fait, il faut faire 600 divisé par 4. Ça veut dire que si la Terre était plate, en fait, elle n'émettrait que 150 gigatonnes de CO2 par an. Mais ce serait vraiment mieux qu'elle soit plate, non? Bon, très bien, personne. On se Je suis assez désolidarise. convaincu. Non, je suis convaincu par la réponse C, comme d'habitude. Et voilà, bon, écoutez, effectivement. Désolé Armstrong. Thomas, mais C'est Armstrong. c'était bien la C'est réponse Armstrong. A. C'est beau gosse, ça fait plaisir. C'est vrai. Et je vous propose qu'on termine par la une de Libération que vous ne verrez pas, à savoir, ils arrivent. Et là, évidemment, il y a un problème avec une des soucoupes volantes. Donc, il y en a un qui dit contre-braque. Voilà, parce qu'à la base, c'était tiré d'une une qui s'appelait le Libé des étoiles. Ah oui, Voilà. très beau Libé par ailleurs. Achetez-le.
Oui, parce que celui-là, vous ne le verrez pas. Non, non, normalement, il n'existe pas. Et normalement, je pense qu'il n'existera jamais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup Agnès Buzyn d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup Thomas Huchon aussi d'avoir joué le jeu. Le public et bien sûr le live. Merci à vous d'avoir participé. Merci beaucoup Johanna. Je vais rappeler tes actus. Tu es donc bien humoriste et on rappelle que Si on avait eu en tout. non, mais bien sûr, bien évidemment. Je rappelle que tu es au Théâtre du Marais tous les jeudis, 19h30. À partir du 3 juillet, ouais. Absolument. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir. Pour continuer cette discussion, ce que je vous propose, c'est de continuer en parlant un petit peu d'argent. Est-ce que vous pensez que les fake news, ça rapporte ? Ouais. Moi, je pense que ça rapporte à certains. Sur la santé, c'est clair. Hein. Là, on réoriente des patients vers des pratiques qu'on appelle non conventionnelles, médecine alternative, etc. Mais enfin, derrière, il y a du business. Derrière la naturopathie, derrière la crudie, je sais pas quoi, là on mange cru, derrière des huiles essentielles pour traiter je ne sais pas quoi. Il y a énormément de business et ça peut aller jusqu'à participer à des sectes. Donc oui, bien sûr. Pour toi, Thomas, c'est quoi les fake news qui rapportent le plus, notamment sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est devenu une vraie activité économique. Si on prend le cas du principal théoricien du complot aux États-Unis, c'est un personnage qui s'appelle Alex Jones, qui est l'une des principales sources d'information de Donald Trump ou de Robert Kennedy, l'actuel ministre de la Santé aux États-Unis. Alex Jones, sur l'année 2015, 2016, 2017, son média complotiste, au total, en 3 ans, il fait 140 millions de dollars de chiffre d'affaires. 140 millions de dollars de chiffre d'affaires pour produire de l'information. Il y a très très peu de très grands médias professionnels qui arrivent à ces chiffres d'affaires-là, sachant que c'est du déclaratif dans une plainte qui a été faite contre lui, et donc c'est pas impossible qu'il gagne plus d'argent que cela. Donc ça montre un truc, c'est que l'univers de la désinformation, c'est du business. Lui, il fait pas que de vendre des fake news, il vend aussi des produits dérivés. Il vend notamment un filtre à eau, recommandé d'ailleurs par Robert Kennedy, parce que il pense, comme Robert Kennedy, le ministre de la Santé Robert Kennedy, qui est l'actuel ministre de la Santé aux États-Unis, qui est anti-vax, ministre de la Santé des États-Unis, anti-vax. Anti-vax, c'est chiant, mais lui, il a encore un truc en plus, c'est qu'il est persuadé qu'il y a des produits dans l'eau du robinet qui rendent homosexuels. Et donc, Alex Jones vend un filtre, Alexa Pure, qui se vend $400 et qui filtre ces particules d'homosexualité répandues dans l'eau du robinet pour vous sauver. Donc, vous voyez bien qu'il y a un énorme business. En France, on a tout un tas de gens qui ont copié le modèle d'Alex Jones. Donc, c'est Alain Soral, notamment. Soral, on estime, d'après les chiffres de Mathieu Mollard et Robin D'Angelo, les 2 journalistes qui ont fait Soral, un facho business, c'est 2 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires pour sa petite PME du complotisme égalité-réconciliation. Je vais rajouter quand même, c'est très important de savoir. Moi, j'ai été attaquée par tout le monde le jour du confinement. Mais vraiment attaquée comme celle qui avait créé le virus, qui était responsable de tout, qui n'avait rien vu, rien fait, etc. Vous m'avez donné du travail. Hein. Je sais. Ça part d'une vidéo de Soral qui est relayée par tout l'écosystème de Dieudonné, des réseaux Facebook de Gilets jaunes. C'est poussé par des bots russes. En une après-midi, la vidéo est vue 4 millions de fois. Et elle est reprise le soir même dans un papier du Parisien. Merci, merci. Excusez-moi, non, mais c'est pour vous montrer la porosité entre les réseaux sociaux qui tout d'un coup inondent d'informations et aujourd'hui certains journaux responsables normalement qui, voyant un truc monter sur Internet, s'en emparent. Donc c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin. Et donc mais là on est sur des têtes de gondole du complotisme. Ce qu'on a vu avec le Covid, c'est qu'on a vu émerger tout un tas d'influenceurs bien-être, santé, à la limite de la dérive sectaire. Le plus important, c'est Thierry Casasnovas. C'est plus de 2 millions de followers sur YouTube. Et lui, sa particularité, c'est à la fois de vous sortir de vos protocoles de soins traditionnels, vous amener sur des trucs très ésotériques et très compliqués, très bizarres, et de vous vendre des extracteurs de jus parce que il faut manger cru et tout. Il y a autour de lui
toute une espèce de sphère de naturopathes et tout qui vendent des conseils, des formations, des produits, de l'homéopathie. Il y a tout un tas de trucs, mais effectivement, on a vu un peu les gourous du marché du dimanche se transformer en influenceurs numériques. Et avec la puissance de diffusion, mais aussi de conversion en business qu'offrent ces outils-là. Ces outils vous permettent de trouver la meilleure personne pour votre produit de manière très rapide. Et donc il y a ce truc-là. Et puis, il y a enfin un dernier élément qui montre bien que la désinfo est un business. C'est ni des complotistes, c'est ni des naturopathes ou tous ces trucs-là. Ce sont des gens qui sont potentiellement sérieux ou qu'on identifie comme sérieux, qui basculent. Je pense au professeur Perron, je pense au professeur Raoult, je pense à celle qui vit à La Réunion. C'est une généticienne qui a complètement voilà, et elle vend des millions de bouquins. Voilà, ils vendent des bouquins par centaines de milliers, ils Ouais. gagnent énormément d'argent avec ces ouvrages-là, qui sont pourtant des ouvrages de désinformation totale. Herrian Claude. Orion Code, Alexandra Claude. Orion Code, voilà, on pense à elle, Bravo. de manière, voilà. Mais du coup, voilà. Donc il y a un peu 3 étages différents. Il y a le complotisme comme marché de l'information. Ça marche, souvent mieux que l'information sérieuse. 2, il y a tout l'univers de la consommation hors médical qui a vraiment fait gagner de l'argent à beaucoup de gens dans cet univers-là. Et on a un 3e élément qui est donc effectivement le côté je passe de scientifique sérieux à influenceur anti-vax et du coup je me crée une communauté, je trouve des gens qui vont financer tout ça et à la fin ça fait un truc de dingue. J'aurais quand même dire un truc, c'est que on a vu tout un tas de gens très sérieux basculer dans des choses très dangereuses, mais on a aussi vu tout un tas d'anonymes se regrouper dans des collectifs de défense de la science, de défense des faits. Je pense à l'Extracteur, je pense à tout un tas d'autres collectifs qui se sont fondés pendant la période du Covid et qui sont même venus en appui des journalistes. Parce que nous, on n'y comprenait rien à toutes ces histoires-là. Et donc, on a eu des tas de chercheurs qui ont pris un temps fou pour nous expliquer des choses qu'on ne comprenait pas et qui nous ont permis de mieux faire ce travail-là, quoi. Absolument, qui ont commencé à débulquer, en fait, à trouver, en fait, les fausses informations et à les rendre publiques. Ils ont pris énormément sur les réseaux sociaux. Certains ont été même obligés de déménager de la France. Alors voilà, avec une conséquence terrible, c'est qu'effectivement, quand ils étaient pris en grippe par ceux qui croyaient que cette grippe n'existait pas, ou que c'était une grippette, ils se sont retrouvés dans un truc très 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 violent. Et ils n'ont pas... Ils n'avaient pas l'expérience de tout ça et ils n'avaient pas non plus les moyens de se défendre. Et ça a eu des conséquences terribles. Sur des profs qui font de la lutte contre la désinformation, je voudrais juste faire un grand big up à Yann Toucourt. On n'est pas sur de la santé, on est sur de l'histoire. Ah, mais Yann Toucourt, c'est super. J'aime beaucoup son contenu. Donc voilà, si vous voulez avoir de l'information sur l'histoire, allez le voir. Et on peut dire, si on parle des profs qui ont souffert de la désinformation, je pense qu'on peut avoir une toute petite pensée pour Samuel Paty et Dominique Bernard. Bien évidemment. Merci Thomas. Madame Buzyn, ça vous est arrivé de vous faire surprendre par des fake news ou des collègues en politique que vous avez vus sur les réseaux sociaux? Oh tiens, sur les réseaux sociaux, j'apprends que Raoult considère que l'hydroxychloroquine c'est génial, je me fais avoir. Ça vous est arrivé? Il y a beaucoup dans la classe politique a cru Raoult. Objectivement, je ne vais pas rappeler qui a tweeté favorablement, et ça a duré super longtemps dans la classe politique parce que c'était un champion marseillais contre Paris. Enfin, il y avait plein de raisons pour lesquelles on a mis ça en avant. Donc ouais, j'ai essayé d'alerter les collègues sur le fait que, attention, les premières études étaient absolument pas robustes. J'ai pas dit ça marche pas, j'ai dit ce qu'ils racontent ne prouve pas que ça marche. C'était prudent, mais même ça, les collègues anciens ministres de la Santé, des collègues présidents de région, maires de grandes villes, etc., ont sauté quand même à pieds joints dans ah non mais faut tout essayer. Non, en fait, en science, faut pas tout essayer. Il y a des choses dangereuses. Mais est-ce qu'il n'y a pas une énorme responsabilité là? Je pense à Philippe Douste-Blazy, quoi. Qui a même été de répondre dans Hold Up, dans cette espèce de bouse complotiste. Mais il a lancé une pétition. Immonde,
Il a lancé une pétition sur Internet. Êtes-vous pour ou contre l'hydroxychloroquine? Comme si un médicament, on est pour ou contre, en fait. Mais alors, c'est hyper intéressant. Il y a eu un sondage pendant les premiers mois de l'enfermement Covid où on disait, tiens, êtes-vous pour ou contre? Parce qu'il y a eu cette pétition, donc il y a eu un sondage. Êtes-vous pour ou contre l'hydroxychloroquine? Il y avait 40% des Français qui disaient oui, 40% des Français qui disaient non, 20% qui disaient je sais pas. Mais il y avait 100% des Français qui ne savaient pas. C'est ça. En réalité. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on pouvait se permettre de répondre à une question à laquelle on ne peut pas répondre? Enfin, je veux dire, non, mais il y a un truc. Ça, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Ah oui. C'est le fait qu'on surestime en permanence notre connaissance réelle, alors qu'en fait, on comprend rien. Et ce truc-là, ça a été tellement fort pendant le Covid qu'on est tous devenus dingues et malheureusement, des gens qui auraient dû nous aider. Moi, j'aimerais bien vous poser une question. Comment est-ce que vous expliquez le basculement d'un mec comme Christian Perron? Autant Raoul, dis-nous qui est Christian Perron, c'était le médecin-chef de l'hôpital de Garches. C'est un chercheur extrêmement reconnu sur la maladie de Lyme, notamment, au début des années 2010. Ça fait longtemps qu'il fait n'importe quoi, en fait. Ok, donc en fait, c'était comme Montagnier. Moi, je l'ai connu quand j'étais à la Haute Autorité de Santé, etc. Dans le milieu professionnel, on l'a vu dériver. C'est un phénomène assez fréquent chez les médecins et les grands médecins. C'est une forme de complexe de supériorité qui, à un moment, c'est un biais de surpuissance, en fait. À force d'être reconnus par ces malades comme « vous m'avez sauvé, docteur », à un moment, ils y croient. Et ils sortent, en fait, du cadre de la rationalité parce que ils ne savent pas résister à l'image que les gens leur renvoient. Et donc, sur la maladie de Lyme, il était connu, et puis il s'est mis à faire n'importe quoi. Tout le monde disait, non, mais il faut arrêter. Il prescrivait des dizaines de médicaments, il n'avait aucune preuve de rien. Et il a eu tout un groupement de gens qui l'ont cru, qui l'ont suivi, et ça lui a donné de l'importance. Il a vendu des bouquins, et on les voit dériver comme ça, et on ne peut rien faire. C'est souvent des profs de médecine assez connus. Et en fait, on voit le même mécanisme avec lui qu'avec Luc Montagnier auparavant. Luc Montagnier, spécialiste du sida, prix Nobel. Pareil, voilà. Qui va ensuite travailler sur la mémoire de l'eau et dire des trucs complètement dingues et tout. Mais il y a quand même un point commun à toutes ces personnes, c'est qu'on dirait que c'est quand même plus des hommes que des femmes. Est-ce que vous confirmez? Alors j'en parle un tout petit peu dans mon livre, du biais de genre quand même, pour ceux qui ont envie de le lire, mais je pense qu'il y a un petit biais de genre. Ce syndrome de surpuissance, il est quand même assez moins contrôlé chez les hommes que chez les femmes, qui en général on doute un peu plus facilement d'elles-mêmes. Et donc c'est vrai, il y a une surreprésentation. Comme quoi le syndrome de l'imposteur peut nous sauver, en fait. Sur les plateaux télé, pendant le Covid, il n'y a pas une femme, vous regardez bien, il n'y a pas une femme pendant la première vague qui a parlé de grippette. Vous regardez qui parlait de grippette, ça n'était que des hommes. On va maîtriser, vous inquiétez pas, il n'y aura pas plus de morts en France, nous on sait faire mieux que l'Italie, etc. Et ça, ce caractère un peu viril, vous inquiétez pas, on gère la crise. Et d'ailleurs, dans les centres de crise français, dans les hôpitaux, il n'y avait aucune femme. Les hommes ont exclu les femmes, ça a été incroyable. Ça a été un phénomène, vraiment, la crise c'est moi, on sait faire. Et le plus intéressant, c'est que les pays dirigés par les femmes ont pris des mesures de protection beaucoup plus rapides pour leur population que les pays dirigés par des hommes, parce qu'elles ont cette angoisse de la mort et ce besoin de protection. Et ça, c'est à la suite de rapports publiés par l'ONU, qui montrent qu'en général, les femmes ont pris des mesures plus précoces. Et à l'inverse, je constate que ceux qui ont été le plus attaqués, c'est vous et c'est Karine Lacombe, Absolument. Deux femmes. Je voudrais, avant de conclure ce stream, je voudrais qu'on sorte complètement du Covid. Et je voudrais vous poser une question à Madame Buzyn, parce qu'on a parlé un tout petit peu de responsabilité en politique. Moi, je voudrais connaître votre vision sur le rapport à la vérité qu'a votre ancien camp, le camp d'Emmanuel Macron et l'autorité gouvernementale. Pour ce faire, je vais vous donner un exemple, mais il y en a d'autres, qui pour moi illustre ce rapport à la vérité. En 2019, Emmanuel Macron, il est en réunion avec des élus d'outre-mer. Il parle du chlordécone, c'est un pesticide qui est massivement utilisé en Guadeloupe et en Martinique, et il explique il ne faut pas dire que ce pesticide est cancérigène. Je vais juste vous reprendre exactement. Alors, je vous arrête tout de suite. Ouais. Je le pense
aussi, c'est-à-dire que nous n'avons pas de preuves aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on a travaillé, et j'ai participé à des commissions d'enquête parlementaires. C'est une vraie difficulté aujourd'hui. Il y a une hypothèse, effectivement, que la chlordécone soit cancérigène. Mais en réalité, ce qu'on sait sur la chlordécone aujourd'hui, c'est qu'elle entraîne des troubles neurodégénératifs et des maladies de Parkinson. Ça, c'est prouvé. Le caractère cancérigène, c'est justement vraiment, c'est l'exemple type de la difficulté de faire vivre la science en politique. Alors, vous avez aujourd'hui tout un tas de gens qui pensent très sincèrement que la chlordécone donne le cancer. Nous n'en avons pas la preuve. Et c'est très difficile d'en apporter la preuve. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très compliqué méthodologiquement d'apporter la preuve parce que il y a un surrisque génétique dans les populations d'origine africaine, et ça c'est prouvé dans les populations nord-américaines, d'un certain nombre de cancers. Et donc, enfin, voilà, méthodologiquement, on n'arrive pas. Et donc, ça n'est pas un problème de rapport à la vérité, c'est un problème général, mais alors, des journalistes aussi, de rapport à la question de la vérité scientifique. Je vais juste terminer justement parce que dans cette question-là, une fois que Emmanuel Macron a dit cette phrase, il est faux de dire que le chlordécone est cancérigène. Des scientifiques, justement, ont réagi. Ils ont confirmé que le chlordécone est associé à une augmentation de risque de survenue du cancer de la prostate, qui a mené certains... Il n'y a qu'un scientifique aujourd'hui qui a travaillé sur cette question. Il s'appelle M. Multinier, vraiment. Et ça pose des problèmes méthodologiques, puisque j'ai financé les études de ce monsieur pendant plusieurs années, lorsque je dirigeais l'Institut national du cancer, pour justement essayer d'apporter une preuve. Alors, on va emmerder tout le monde, mais vraiment emmerder tout le monde, parce que c'est de la méthodologie scientifique. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que justement... nous avons scientifiquement essayé de chercher et de prouver ou pas le rôle cancérigène de la chlordécone, et aujourd'hui, personne ne le sait. Donc, l'organisme qui juge le niveau cancérogène des produits, qui s'appelle le Centre international de recherche sur le cancer, qui est financé par l'OMS et qui est situé à Lyon, justement, aujourd'hui, classe la chlordécone comme un cancérogène possible, mais personne ne sait s'il est probable, voire même avéré. Donc, sincèrement, sur la chlordécone, je pense qu'il n'y a pas de sujet plus sensible pour nos amis guadeloupéens et martiniquais. La chlordécone donne des vraies maladies. Il faut absolument... Elle empoisonne les sols, elle empoisonne l'alimentation. C'est un drame pour les Outre-mer, mais sur le caractère cancérogène, il y a aujourd'hui encore des questions scientifiques qui se posent. Donc vraiment, voilà, c'est l'ancienne présidente de l'Institut Moi, j'aime la du nuance cancer et j'aime bien quand on répond aux questions. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en réalité, est-ce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à démontrer le côté cancérigène parce que nos capacités scientifiques sont limitées? C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des choses qu'on ne peut pas prouver, parce que le temps de la science ne nous le permet pas, ou alors c'est que l'hypothèse de travail, c'est que c'est dangereux, mais pas forcément cancérigène, et que la question cancérigène pourrait être liée à d'autres facteurs. J'essaie juste de synthétiser, moi. Je suis pas... C'est ça. En réalité, il y a vraiment des choses prouvées, c'est-à-dire que les travailleurs de la banane des bananeraies qui ont été vraiment mises en situation de recevoir énormément de chlordécone qui était pulvérisé dans les années 70, 80, etc., ont développé des vraies maladies prouvées scientifiquement qui sont neurodégénératives, avec des crises aiguës, etc. Et ça donne aussi des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. C'est pour ça qu'il faut protéger les femmes enceintes de la chlordécone, etc. Après, sur les cancers, le problème que nous avons, et j'avais essayé de... Je suis vraiment désolée pour ceux qui nous écoutent parce que c'est vraiment de la technique. Mais non, mais ils sont très intéressants. Ne vous trompez pas. Les gens ne sont trompés par ça. Justement, personne ne tient ce discours. Donc c'est très important qu'il soit tenu. J'avais essayé de financer des études pour essayer d'évaluer la part de cancer de la prostate qui pourrait être attribuée à la chlordécone par rapport à la part des cancers de la prostate qui sont liés à des susceptibilités génétiques, en travaillant notamment avec les pays dont sont originaires les gens de la Guadeloupe et de la Martinique,
notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. J'avais contacté, j'ai un collègue grand cancérologue là-bas, avec lequel on avait essayé de monter une étude justement pour faire la part. Ouais. Ce qui est prouvé, c'est que quand vous êtes noir américain, vous avez un taux de cancer de prostate plus important que les blancs américains. Okay. Parce que les Américains ont des statistiques ethniques qu'on n'a pas le droit d'avoir en France. Donc il y a une part génétique. Il y a une autre maladie qui est plus fréquente, c'est le myélome. Revenus, quels que soient les voilà. les et facteurs quels que sociaux. soient les risques, les facteurs de risque, les Noirs américains font plus de myélome et plus de cancer de prostate. Il se trouve que ces deux maladies sont surreprésentées en Guadeloupe et en Martinique. Okay. Est-ce que c'est lié à la chlordécone ou est-ce que c'est lié à des caractéristiques génétiques? Ce qu'on peut dire, c'est que les cancers de prostate... C'est pour ça, la part des deux est très difficile. Pour l'instant, on n'arrive pas à établir la part des deux. Aujourd'hui, méthodologiquement, c'est horriblement compliqué d'aller vers une hypothèse ou l'autre. Ça nécessite des énormes cohortes de personnes à suivre pendant des années et on ne sait pas le faire. Et j'ai financé des millions d'euros, je vous le dis, lorsque j'étais à l'Institut national de cancer, justement pour essayer de répondre scientifiquement à la question. Madame Buzyn, je comprends bien ce que vous expliquez sur l'aspect scientifique. Moi, je voudrais revenir à cette question de rapport à la vérité. Parce qu'en vérité, là où je voulais en venir, c'est que quand Emmanuel Macron a cette parole, le chlordécone n'est pas cancérigène, que des scientifiques lui répondent que si ça l'est. Derrière, quand on demande à l'Élysée, ils répondent « Le président n'a jamais dit que le chlordécone est cancérigène ». Alors que si c'est filmé, Emmanuel Macron a dit « Il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène ». Et il y a d'autres exemples comme ça. J'étais derrière lui. Je me souviens de cette visite. Je ne sais plus quels étaient ses mots, mais je pense que c'est un des plus mauvais exemples que vous pouvez prendre sur un rapport à la vérité scientifique. Malheureusement, c'est politiquement incorrect de dire ça. Vous dites ça, moi, en disant ça, je prends des risques d'aller en Guadeloupe, en Martinique, tellement c'est ancré dans la population aujourd'hui. Et j'en suis désolée parce que j'ai un profond respect. Je me suis battue pour la santé des Martiniquais et des Guadeloupéens, pour améliorer l'accès aux soins. Quand le CHU de la Guadeloupe a brûlé, je me suis déplacée, on a accéléré la construction du nouveau CHU, etc. Je veux dire qu'aujourd'hui, attention, ça fait partie des vraies questions scientifiques sur lesquelles même le CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, ne sait pas répondre. Donc vraiment, je pense que c'est un mauvais procès. Je comprends, mais moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est pourquoi est-ce que face à ça, l'Élysée, au lieu d'assumer une erreur ou de préciser ou de donner plus d'arguments scientifiques, affirme Emmanuel Macron n'a jamais dit ça. Et il y a d'autres exemples comme ça où il y a des moments où il n'y a pas de reconnaissance. Mais sincèrement, c'est un sujet explosif. Il faut que vous compreniez, ça fait partie typiquement des sujets. Et il n'y a pas de fake news. Aujourd'hui, il n'y a pas de vérité, en fait. Il n'y a pas de vérité. Et rien que de dire qu'il n'y a pas de vérité scientifique sur ce sujet, vous exposez, en fait. Pourquoi l'Élysée n'a pas dit ça à ce moment-là, par exemple ? Mais parce que je pense que c'est trop compliqué. Sincèrement, il y a 10 personnes qui maîtrisent ce sujet en France. Sincèrement. Parce qu'il faut avoir été plongé dedans, d'avoir lu la littérature. Il y a le directeur général de la santé qui connaît ça par cœur. Il y a les services du ministère de la Santé. Mais en fait, c'est des choses que je l'ai dit en commission d'enquête parlementaire, donc c'était filmé, j'ai apporté tous les éléments, tous les arguments. En réalité, malheureusement, la chlordécone est un poison. D'accord. Il faut protéger tout le monde. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà, et ça fait partie. Et donc là, aujourd'hui, l'Élysée, malheureusement, je pense que le communicant de l'Élysée, être capable de donner cet argumentaire-là, sincèrement, s'il n'a pas quelqu'un qui connaît le dossier, c'est trop compliqué. Voilà. Et puis, je pense qu'en plus, personne n'a envie de s'exposer sur la chlordécone, parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend qu'on dise la chlordécone donne le cancer, et il faut une réparation, etc. Et moi, je dis, oui, il faut une réparation. Mais pas forcément sur le cancer. C'est qu'on expose en fait la population guadeloupéenne et martiniquaise à un stress permanent de savoir ce qu'elle mange, en fait. Rien que ça mérite réparation.
Merci pour tous vos éclairages à tous les deux. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine ce stream sur cette note. Merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous dans le public d'avoir écouté. Merci à vous dans le chat d'avoir écouté également. Avant que nous terminions, je voudrais adresser quelques remerciements, notamment au H7, Margot, Lucas, Rico, Léo, qui ont participé à la technique de toute cette journée. Donc merci à eux, à l'équipe des événements de Libération, Johan, Clara, Justine, Emma et tout particulièrement Maud Benakcha avec qui on a travaillé sur cette émission, qui nous a permis de vous la proposer. Également Florian Gouttière, qui est un journaliste scientifique à Libération, qui nous a aidé aussi à préparer tout ça. Merci d'avoir suivi ce Climat Libé Twitch. Merci Thomas. Merci Madame Agnès Buzyn. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir.